Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Et aujourd'hui nous sommes trois pour parler d'un grand film événement. Nous sommes avec Marie. Oui, coucou. Salut Marie, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très belle voix Marie. Merci. Belle voix. Charmante. C'est exprès pour ce soir. Ouais. Très bien, voilà, et nous avons Simon. Salut Simon. Non, j'ai voulu parler en avis mais c'est raté. Vas-y, réessaye pour moi. On aurait dit un espèce d'allemand chelou. Ouais, c'était un peu étrange. Je vais arrêter de parler d'avis pour les gens. Bonjour à tous. Moi j'ai cru que c'était Matthew McConaughey. Tesseract. Ah oui. Ouais, il nous manque celui-là. Ouais. On l'aime bien. C'est Jim Carrey qui imite très très bien Matthew McConaughey, c'est impressionnant. Ouais, on n'a pas de Jim Carrey. Non. Et donc, sans Maxime, parce que voilà, Maxime, il ne veut pas nous voir. Donc... Il digère les chocolats. Non, mais... Il digère les chocolats, ouais. Noël a été dur. Non, mais il sera punir. Il sera puni. Ouais. Il fera un podcast tout seul sur un film tout pourri. Ouais. Ça sera génial. Sur son film Lego, dont il faut faire voilà, tiens, on prêtera mes enfants, ils seront contents. Voilà, on va le laisser tout seul avec des gamins, avec un micro, et puis il sera content. C'est ça. Voilà, et donc on va parler d'un film événement. Un film... En fait, je saoule tout le monde avec ce film-là depuis déjà 1 ou 2 ans. Oui. Depuis 2 ans. Depuis 2022, depuis le précédent, puisque nous allons parler de Avatar Fire and Ash, en français de feu et de cendre. Littéralement c'est ça. Hein. C'est littéralement c'est ça, mais ça fait vraiment Avatar de feu et de cendre. Ce serait, si nous aurait fait feu et cendre, ça aurait été peut-être un peu moins bien feu et cendre. Ça sonne pas très bien. On va rester sur Fire and Ash. Fire and Ash. Fais Mathieu McConaughey qui dit Avatar. Avatar, Fire and Ash. On a changé de dimension là tout de suite. C'est très très bien, j'adore. Ce serait l'intro du... Très bien, nous allons parler donc d'Avatar, le dernier Avatar, le film de James Cameron, bien sûr, que tout le monde on entend parler dans tous les coins, partout dans le monde. C'est dur de passer à côté. C'est dur de passer à côté, effectivement. Oui. Voilà. Mais c'est normal en même temps, voilà, ça fait partie de ces films événements, voilà. Puisque quand tu crées une saga, forcément, tu crées de l'attente, donc voilà. Oui. Très attendu par les fans, bien sûr, dont j'en fais partie. Ah bon mais... Non, mais voilà. Le point Avatar, il va être bien rempli aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Maxime n'est pas là pour nous faire le bingo, malheureusement. Non, malheureusement. Mais du coup, voilà, on va décortiquer un petit peu ensemble ce film, évidemment qui fait suite au précédent Avatar, La Voix de l'eau, sorti en 2022, et Avatar en 2009. Ça commence à remonter tout ça. On prend des cheveux blancs un peu là. Et voilà, c'était déjà une grosse claque à l'époque pour moi, en tout cas c'était. Oui, c'était une claque. Une grosse claque le premier, le deuxième aussi, sans souci. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table d'ailleurs de votre rapport aux 2 premiers films ? Enfin, Marie, toi par exemple, qu'est-ce que ton rapport au Avatar, le premier du nom, et puis La Voix de l'eau? Moi, le premier, j'ai découvert la 3D avec ça, et c'était incroyable. Enfin, l'histoire était chouette, mais c'est vraiment l'univers, le graphisme, et puis l'effet 3D qui m'a emporté, et je me suis dit, on va retrouver cet univers-là quand le 2 il est sorti, et j'ai vraiment pas été déçue là-dessus, c'est pareil, sur les actes narratifs, il y a des trucs où j'étais plus ou moins accrochée, mais visuellement, et techniquement, c'était vraiment des prouesses de fou, et je suis retournée le voir parce que vraiment j'avais beaucoup apprécié, et du coup j'attendais ce 3e opus avec impatience parce que. Et le deuxième aussi, le deuxième. Ouais, le deuxième, ce que je disais, j'étais. Surtout qu'il y a eu longtemps le premier et le deuxième. Du coup, quand il y a eu cette idée du deuxième qui est arrivée, je me suis dit, oh, trop bien. On va retrouver tout ça. Et puis les musiques aussi, j'avais le premier, j'ai écouté les musiques de James Horner pendant des années et des années. James Horner qui n'a pas pu faire les suites. Ouais, ce qui, à mon sens, un peu dommage. Oui, on retrouve un petit peu quelque chose, mais c'est pas lui, quoi. On y reviendra. Mais du coup, effectivement, cette musique-là m'a beaucoup accompagnée même dans mes sessions d'écriture, les moments où j'écrivais. Enfin voilà. Et du coup, j'étais vraiment heureuse de retrouver quand il est sorti La Voix de l'eau, l'univers, les personnages aussi que j'avais beaucoup apprécié, et puis d'en découvrir des nouveaux auxquels on s'attache finalement aussi, et qu'on pourra retrouver, on va en parler après, mais dans celui qui est sorti cette année. Ok, et toi Simon ? Alors, moi, pareil, j'ai pas découvert la 3D avec le premier, mais par contre, j'ai découvert la 3D de Cameron, ce qui, lui, entend par 3D, c'est-à-dire quelque chose
Oui. Non, on est d'accord que la 3D, moi j'en avais vu avant, j'avais vu au Futuroscope, tu vois. Oui, mais alors, on est passé à un autre niveau, on est bien d'accord. Cameron, il a repensé la 3D, il l'a amélioré, il a quand même apporté beaucoup. Il l'a sublimé. Par rapport à ce qui pouvait se faire quand la 3D a commencé à être à la mode, notamment avec des films odieux comme par exemple comment il s'appelle celui-là, le Péplum là, avec Sam Worthington justement, la colère des titans. Ouais, mais du coup, le choc des titans. Oui, mais ce film-là, il a bénéficié des caméras de Cameron, tu vois. Oui, alors par contre, c'était une fausse 3D, par contre, c'était une 3D artificielle. Une 3D artificielle, où les gens, t'as l'impression qu'il y avait les gens étaient en plusieurs morceaux, en fait, du coup, pour justifier la profondeur. C'était très bizarre comme effet. Mais des aplats, comme si t'avais des panneaux, en fait. Et moi, j'ai détesté. Bon, déjà que le film est pas. Non, mais on se souvient de ce qu'ils ont fait sur Harry Potter aussi, les derniers Harry Potter, c'était très moche aussi. Et puis Alice au Pays des Merveilles, c'était pas mieux. Ah oui, non, c'était. Enfin, il y a eu une flopée de conversions. Ouais. Un peu dégueulasse. Très malheureuse. Ouais. Et il y en a eu des excellentes aussi avec Titanic et Jurassic Park. Oui, Titanic était très bien. Jurassic Park, mais pour le coup, comme quoi, oui, la 3D artificielle, elle peut être réussie. Bref, en tout cas, moi, ça a été la claque à l'époque aussi. Puis il était très très attendu, on en parlait depuis tellement longtemps. Voilà, j'ai adoré. Voilà ce qu'il a, le rendu, enfin ce qu'il a pu procurer quoi, comme émotion grâce à ça. Et le deuxième, moi, j'ai bien aimé. J'étais moins dans l'attente parce que voilà, moi, je savais à quoi m'attendre, même si évidemment Cameron il en a sous le pied, il a de quoi proposer des nouvelles choses. Le 2, je l'ai bien aimé. J'ai pas adoré. Mais j'ai trouvé très beau, voilà, avec encore des propos toujours très, très universels, voilà, qui touchent, et, voilà, par rapport à la famille et tout ça. Mais j'ai davantage aimé celui-ci, le dernier là, donc, voilà, qui a été vraiment plus épique et puis qui vraiment était, il explore. Je trouvais qu'il on va pouvoir en parler, mais il est allé explorer davantage ses personnages. Oui. Aller fouiller et puis vraiment trouver et ressortir des choses très très chouettes. On va y revenir, mais oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi rapidement, moi j'en ai déjà parlé dans les derniers podcasts, surtout quand on en avait fait le palmarès, tout ça, j'en avais reparlé. Que, le premier Avatar, c'était un choc pour moi aussi, le premier film que j'ai vu en 3D aussi. En 3D repensé par Cameron, parce que voilà, pour faire un rapide détail technique, Cameron il a vraiment repensé la 3D pour que ce soit plus agréable et sur la durée aussi. Parce qu'à la base, c'est vraiment, je vais faire un film de 2h40 en 3D, va falloir que la 3D soit supportable. C'était une des raisons pour lesquelles il a dû repenser ça. Pas une migraine à la fin du film, quoi. Il a dû repenser ça, et en fait, quand on a tous une vision binoculaire, en fait, ça marche. En fait, tes yeux convergent ou divergent, tu vois, vers l'objet qui est prêt. Tes yeux ils se rapprochent, en fait, comme quand tu louches, en fait, tu vois, tes yeux ils se rapprochent ou ils s'éloignent. Et il a réussi à intégrer ça aux caméras, c'est-à-dire que les objectifs en fait pivotent comme les yeux, ce qui fait qu'ils font le travail à ta place, et du coup t'as pas à le faire. Enfin, il y a un côté confort en fait où les caméras vont encore plus loin dans leur conception on reproduit exactement ce qui se passe au niveau des yeux humains, et du coup c'est beaucoup plus supportable et agréable et précis aussi pour le spectateur. Donc le premier Avatar, la 3D, les effets spéciaux, la technique, il n'y a aucun souci, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça a été un film qui était extrêmement efficace, et on a tendance à beaucoup le critiquer sur ça, sur l'écriture, mais c'est quand même un film qui a été écrit, qui a pris quasiment 10 ou 15 ans d'écriture. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, le film, tu le perçois comme quelque chose d'extrêmement simple. Ça passe extrêmement bien chez le spectateur, mais il a dû bosser pour que tous ces concepts-là soient accessibles à tout le monde. Parce que c'est rare qu'un film de science-fiction comme ça, qui propose des concepts comme ça, touche autant de personnes différentes. Voilà, pour faire court, quoi. Mais voilà, le film reprend des figures mythologiques de façon hyper efficace. L'histoire d'un classicisme exemplaire. Et du coup, c'est extrêmement efficace. Et ça parle à tout le monde. Et ça amène une espèce d'universalité qui est accessible. C'est ça. Et voilà, c'est une histoire connue, mais extrêmement bien racontée. Il ne faut pas oublier que Cameron, c'est un conteur. Il part d'un schéma simple qui parle à tout le monde avec des archétypes classiques. Mais Avatar, tu vois, on oublie aussi que ça s'inscrit effectivement dans Danse avec les loups, tout ça, voilà, oui. Qui sont souvent en fait des reproches qui sont faits, mais non, oui, effectivement, ça reste des sujets très d'actualité. Ça pioche là-dedans, et ça pioche davantage dans les récits de Frank Herbert avec Dune par exemple, ou Edgar Rice Burroughs avec tout son cycle de Mars. Enfin, tout ça, c'est des trucs de la science-fiction, des récits de science-fiction extrêmement ancrés, extrêmement célèbres.
il était beaucoup plus pioché là-dedans, à mon avis, je trouve, que dans tout autre truc. Mais c'est des récits universels, encore une fois. Parce qu'eux-mêmes vont piocher dans des récits comme ça. Donc vraiment, avec des personnages assez simples, assez efficaces, mais qui ne sont pas sans profondeur quand même. Donc le 2, moi je l'ai kiffé aussi, je l'attendais beaucoup. Je voulais savoir ce qu'il allait faire. Moi je suis allé voir Doctor Strange 2 juste pour la bande-annonce. Non, c'est faux. C'est faux. J'allais voir avec ma compagne qui voulait me le montrer, qui voulait voir Bénédicte. Et je me suis dit, attends, mais il n'y a pas la bande-annonce d'Avatar 2 non, avant celui-là? Elle me dit si. Bon, vas-y, je viens avec toi. je me barre après, puis tu te démerdes pour rentrer. Non, mais j'ai regardé quand même. C'était Sam Raimi qui l'a fait. Bon, après, le film est ce qu'il est. Mais voilà. J'étais quand même curieux. C'est pas comme les gens là qui sont allés voir Avatar 3 pour voir l'abondance de Avengers et qui sont ressortis aussitôt. Il y a eu une vague de trucs comme ça aux États-Unis, je crois, surtout. Parce qu'il y a déjà une bande-annonce d'Avengers. Ils ont diffusé des bandes-annonces du prochain Avenger avant Avatar, et du coup, t'as des gens vraiment premier degré qui sont allés le voir juste pour ça et qui sont repartis après. Super. C'est très très con. Voilà. Pas tous égaux en termes de neurones qui se connectent. Oui, bah, écoute, ça, c'est comme ça. C'est Marvel a les fans qui méritent. Oh, c'était méchant. Excusez-moi. Excusez-moi à tous les fans de Marvel. C'est pas grave. C'est pas grave, les Marvel. C'est pas grave. Oui, enfin bon, Avengers, ouais, c'est nul, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est nul. Du coup, Avatar 2, moi j'ai beaucoup apprécié. Moins que le premier, je trouve que c'est un film qui a selon moi, plus de défauts que le premier. Tu parles du 2 ou du 3 là? Du 2, je parle du 2. On est encore sur le deuxième. Parce que c'est important de parler du 2. Parce que déjà, le 2 et le 3 ont été faits en même temps. Et à la base, Cameron voulait faire un seul film. De 6 heures. La durée, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il a voulu développer plus les persos, plus de ce qui se passe, les événements, etc. Et du coup, il a fait 2 films. Je crois que c'était aussi en négociation avec les producteurs, etc. Enfin, il y a des histoires, etc. Bah, j'ai pas tous les détails. Oui, non, mais c'est ça. Après, j'ai pas tous les détails, mais voilà. En tout cas, ça a été décidé comme ça. En fait, il a été annoncé qu'il y avait 5 films en tout, enfin, du tout 4 suites qu'il allait y avoir le jour. Du coup, tout le monde était là, ouais, il va jamais les terminer, etc. Mais en fait, Avatar, ça reste une trilogie. C'est-à-dire que t'as le premier, t'as le 2 et le 3 qui forment un film, et t'as le 4 et 5 qui vont former un autre film. Faut vraiment le voir comme ça, avant qu'on aille plus loin dans les critiques, justement. Et du coup, le deuxième, moi, il y a des trucs que j'ai adoré, des trucs que j'ai moins aimé. Mais le deuxième, il faut bien capter que c'est un film choral. Qu'est-ce que c'est qu'un film choral, Simon? Tu sais plus. Non, c'est un film où il chante. Non. Voilà, on va arrêter là. On va. Maxime n'est pas là, il faut faire les blagues. Il n'y a pas assez d'érudits sur cette table. Donc les choristes. Non, mais un film choral, tu prends. En fait, c'est un film où tu as plusieurs protagonistes qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux, les mêmes trucs, mais qui ont des destins entrecroisés. Bah, tu prends Le Seigneur des Anneaux, c'est un film choral, tu vois. T'as Frodon, t'as Aragorn, ils ont tous leurs objectifs et ça s'entrecroise. Et t'as une histoire globale commune en fait. Avatar 2, ça s'inscrit là-dedans, et le 3 aussi du coup. Ça, il faut pas le perdre de vue. Et moi, ça m'a un peu perturbé parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs c'était très dense, très très rapide, il y avait on passait d'une scène à l'autre très rapidement dans le deuxième Avatar et ça m'a un peu perturbé. Et au revisionnage, j'ai beaucoup plus apprécié forcément, etc. Quand je savais où ça allait. Voilà pour mon avis un peu long sur les deux premiers Avatars, mais je pense que c'est important d'avoir ce truc-là parce que en fait j'ai un peu le même ressenti sur le troisième, même si c'est différent quand même. Donc on va attaquer Avatar Fire and Ash. Qui veut faire... Alors il y a pas de résumé, il y a un résumé foireux ou pas? Parce que du coup il n'y a pas la Maxime. Pas cette fois. J'ai pas pris. C'est pas facile de faire un résumé foireux sur celui-là, franchement. Parce que comme en plus c'est la suite directe du 2, c'est pas facile. L'histoire d'une famille où c'est le bordel parce qu'il y a du recomposé de partout. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Puis suite directe du 2, puis vraiment qui se passe, on peut dire vraiment pas longtemps. C'est dans la foulée. C'est vraiment dans la foulée. Ça reprend exactement là où on avait fini le premier film. Le deuxième film. Non mais du coup, je préviens tout de suite qu'on va spoiler à mort. Et pour le coup, c'est un film qui spoil. Enfin, c'est un film qui se spoil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des retournements un petit peu dans ce film-là. Il y a des moments où c'est un peu surprenant et où tu t'en prends un peu plein la gueule dans l'émotion. Donc on va spoiler. Dès le début d'ailleurs. Dès le début, oui, bien sûr. Mais le début, on le sait ce qui se passe. Parce que d'ailleurs, j'aime beaucoup cette intro. Oui, on va attaquer direct. Mais non, on va résumer vite fait. Enfin, c'est difficile à résumer aussi. Enfin, c'est la famille Sully qui, juste après les événements du deuxième film où ils ont perdu leur enfant, Neteyam, dans la bataille de la fin du premier film.
Et ils vont devoir déjà encaisser tout ça et vivre leur deuil, tout en se disant que maintenant il va peut-être falloir se battre au lieu de fuir. Ouais. Ce qui va être une autre voie à suivre. Il va y avoir divers événements. Enfin, c'est difficile. En fait, si, le point de départ, c'est le fait que Spider n'a plus d'oxygène pour ses masques. Ils se rendent compte que Spider, effectivement, à un moment donné, c'est compliqué de vivre. C'est pas tenable, c'est pas tenable qu'ils vivent avec eux. Du coup, le point de départ, c'est on va devoir te ramener vers... Chez les Omaticaya. Non, pas chez... Enfin, avec les autres scientifiques humains qui étaient là dès le début du film, en fait, dès le premier film. Et il va y avoir divers péripéties qui vont leur arriver. Mais en gros, l'idée, c'est maintenant, on va plutôt se battre plutôt que de fuir. C'est un peu le postulat de base. Oui. On démarre le film, effectivement, sur Neteyam et Loak, donc les deux fils de Sully qui volent ensemble. Et on ne sait pas si c'est un flashback, c'est pas trop. On sait que Neteyam est mort, donc on dit c'est un flashback. Moi j'y ai pensé. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai direct pensé à ça. Je me dis ça va être un flashback qui va ouvrir le film. J'ai pensé à ça en voyant la bande annonce. Et là où ça te donne un petit coup dans le ventre déjà dès le début du film, parce que le film ne fait que ça, te poignarder dans le ventre. Marrant, c'est comme image. Te choque dès le début en te disant non mais en fait là il lui parle vraiment, en fait il est dans le monde des esprits, on va simplifier le truc, et il parle à son frère qui lui demande comment je suis mort. Et déjà les personnages, enfin les acteurs jouent super bien en plus, parce que même dans l'expression du perso c'est parfait quoi. On sent toute la culpabilité de Loak dès le début. Et le film s'ouvre super bien là-dessus quoi. Il s'ouvre mieux que le deuxième, mais je trouve. Et ça enchaîne avec le chant de Neytiri. Qui est déjà à la fin du deuxième. Qui est déjà à la fin du deuxième et qui, moi, à chaque fois, me. Surtout à la fin du deuxième, avec la mort de Neteyam. Il est chargé d'émotions et du coup, tu retrouves ça dès le début du film, ça te met direct dedans. Quoi. Tu te dis, oui, c'est vrai, le deuil. C'est parti. Il te rappelle ce qui s'est passé juste avec ça et tu te dis, ah oui, c'est vrai, putain. J'avais pleuré à ce moment-là. Puis là, le deuil, il est vraiment, au niveau de Neytiri, il est vraiment très, très. Il symbolise, tu la vois vraiment, elle a une tenue spéciale de deuil, et puis tu sais, elle est vraiment abattue physiquement, tu sais, c'est pas la guerrière, tu sais, qu'on voit depuis le début, c'est que là t'as les épaules affaissées, une mère qui a perdu son enfant, c'est vraiment ça. Elle parle plus, elle est là, elle est à côté, mais elle vraiment joue extrêmement bien, Zoé Saldana. Et donc vraiment, puis du coup c'est vrai que au début, c'est que tous les gros plans qu'il y a sur les visages, c'est qu'on voit vraiment les émotions qui sont retranscrites, mais ça devient vraiment bluffant maintenant. Je trouve que c'est encore... Il s'améliore, je trouve, qu'à chaque fois, quoi. Et les personnages, par rapport à leur cheminement personnel, je trouve vraiment tu vois vraiment tout, tu vois leur état d'esprit sur leur visage, tu vois tout, quoi. Il faut pas oublier que Cameron, et ça c'est vrai que c'est un truc de Cameron, c'est d'avoir un côté grand spectacle épique, et qui est parfaitement contrebalancé par des trucs hyper intimistes dans tous ses films. Quels que soient ces films, enfin Titanic, Terminator, Abyss, Aliens, tout ça, enfin tous ces films-là, t'as toujours un cœur émotionnel qui est toujours très 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 ancré, très puissant, et qui vient en miroir de ce qui se passe autour et qui est gigantesque en fait. Et dans ce film-là, je trouve ça encore plus marqué parce que t'as vraiment une succession justement d'événements où les personnages ont souvent des choix à faire ou des dilemmes. Oui, on va en parler, puissants. Mais il y a des moments, ouais. Et t'as toujours ces moments de gros plans. Et effectivement, je suis soufflé aussi par le détail sur les visages. Et je trouve qu'il y a encore un gap par rapport au deuxième aussi. Ouais. Ah oui, non, mais clairement, hein, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Là, tu dis, la frontière, elle tient plus à rien quoi, au niveau de. D'autant plus quand t'es en 3D et en haute fréquence d'image. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est pas forcément. On ne perçoit pas forcément le truc au cinéma parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ah bon mais en fait sur certaines salles, peut-être pas toutes les salles non plus, mais en fait Cameron dès le deuxième film a choisi de filmer ça a été enregistré en 48 images par seconde tout le film a priori, et lui il a choisi de pas tout mettre en 48 images secondes, il revient progressivement entre 48 et 24 tout au long du film, du deuxième film et du troisième film aussi, mais je trouve que dans le troisième film il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus. Moi, il m'a troublé. Ouais. Je pense même que tout, d'ailleurs, était pour le coup. Donc ça aide pour la 3D, mais ça aide aussi pour, effectivement, ce genre de détails. Je trouve qu'il bascule facilement en 48 images secondes quand tu as une grosse émotion sur le visage d'un personnage. Et du coup, tu perçois vachement plus les micro-expressions des persos. Tu te prends pleine gueule. C'est toujours la technique qui est au service de l'histoire.
Ouais. Et Je me enfin, tu rends vois. pas compte de ce que ça change sur la manière dont on perçoit l'image, cette histoire de fréquence. Est-ce que tu peux Et bah, t'as l'impression développer? d'avoir quelqu'un en face de toi, en fait. Donc, c'est... Ok, ça plus t'as fluidifie- une ça fréquence flu- haute, plus ça t'as une fluidifie- expression de ça fluidifie ouais, tout, quoi. ok. Et c'est vrai que le moindre petit contraction sur le visage qui retranscrit. Là où en 24, tu peux le peut-être vois, quoi. légèrement louper. Enfin, Et pourquoi il y a un choix de descendre en fréquence par alors moment ça là n'a jamais été très clair. Mais a priori, l'excuse qui a été trouvée plus ou moins en interview, c'est pas hyper clair, mais ce serait que ça gêne beaucoup de gens, a priori. Et du coup, il s'est dit, on va pas mettre tout le film, on va essayer de mettre là où c'est le plus intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de cohérence quand tu vois le film. Moi, la seule cohérence que j'ai trouvée, c'est qu'il y a des moments, effectivement, quand tu as des gros plans, là, ça a un intérêt. Ou quand tu as des mouvements très rapides à l'image aussi. Ouais. Quand tu as beaucoup de choses qui passent à l'image, en 48, ça passe beaucoup mieux. Oui. Bah oui. Genre les scènes de vol et compagnie. Ouais. Et la 3D est nettement améliorée aussi. Ouais. Je sais pas si vous l'avez tous les deux vu en 3D. Enfin, toi, tu l'as vu en Oui, 3D avec moi, oui, Nico. Oui, Tu l'as vu en 3D aussi, ouais. Également. Oui. Donc la 3D, voilà, les gens n'en veulent plus, mais moi je trouve ça incroyable et je trouve que ça marche toujours quand c'est bien utilisé. Bah oui, Mais en fait, quand sur c'est au ce service film, de ça, voilà, c'est ça. Il Quand c'est faut bien choisir utilisé. les films sur lesquels tu vas C'est l'avoir. quoi. comme n'importe quel outil, c'est comme la Ouais. performance capture, c'est comme, voilà, quand c'est bien foutu, quand c'est utilisé avec du sens, c'est génial. Tout à fait. Et sur Avatar 3, c'est génial. Absolument. Fin du podcast. Voilà, t'as tout dit. Ouais. Non, Puis loin de là. ajouter à En ça, vrai. t'as des tas de séquences avec une luminosité vraiment qui est très variée entre le feu. Moi, je trouve On que explore beaucoup d'environnements différents sur celui-là. Oui, c'est ça. C'est que t'as tous les environnements entre le monde de l'eau, la jungle, Les airs, le feu. les airs, puis là, le monde qu'on voit assez peu finalement, mais le repère des Nagu. Mangwan. Merci. Au pied Ouais. du volcan, là, qui est super bien, qui est chouette aussi, qui est vraiment l'espèce de dévastation. Mais ça marque vraiment la scission avec Aiwa, du coup. Pas que en termes spirituels, mais vraiment dans l'environnement dans lequel ils vivent aussi. Oui. Mais ce peuple qui a du coup refusé Ewa parce que ils ont habité à côté d'un. Parce qu'ils ont été trahis. Pour ils rappeler, ont été trahis, quoi. Ils ont élu le domicile dans un arbre près d'un volcan et du coup le volcan a explosé, ça a tout cramé et eux ils ont pris ça pour une trahison. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Hein. Ouais, de Aiwa Aiwa. leur a pas porté secours. C'est ça, et du coup ils ont décidé non pas de bouger pour aller trouver un autre endroit, mais de se dire ok, On s'adapte. on va tirer parti de ça. Ouais. C'est ça que je trouvais intéressant. Puis c'est bien aussi, c'est que tu vois, on serait vite attiré de dire, voilà, c'est les navis méchants, parce qu'il n'y a pas encore de navis méchants. Sauf que c'est plus complexe que ça, quoi. Ils sont pas méchants. Non, mais c'est plus Ils se sont complexe. sentis- Mais rien que le fait d'avoir des navis qui sont entre guillemets méchants, parce qu'ils Ouais. sont quand même caractérisés comme ça au début, tu vois, quand ils Ouais, arrivent. oui. Il y a de la nuance, hein. Mais justement, ça apporte de la nuance. Oui, Ça parce manque- ça que manquait pour l'instant, peut-être. c'était Oui. très idéalisé Oui. ce monde de Pandora et Oui, la oui. manière dont vivent les navis. Plus ou moins, je trouvais que ça, il y Et- avait de la nuance dès le premier Oui. film quand même, parce que tu sens qu'ils sont quand même méga agressifs sur certains Oui, trucs. oui, bien sûr. Même entre eux, tu vois, il y a Il y a des points de désaccord, Et mais puis, ils vivent quand même ils en sont communauté. violents. Puis tu vois, enfin- quand lui, il va en Toruk Maktou chercher tous Mais les oui, clans oui, non, mais on est pour d'accord, ça. mais tu vois, mais justement, Toruk, quand ils en parlent dans le premier film, ils en parlent en disant, il y a eu le temps du grand chagrin avant que les humains arrivent, donc avant que les humains arrivent, Oui. il devait y avoir de la merde. Avec qui avec d'autres clans. Bah Oui, oui. c'est bien sûr. Mais je trouve que là, on y entre davantage dans le Oui. monde de Pandora et les humains sont toujours là, mais par moments, ils deviennent vraiment secondaires dans les arcs narratifs. L'aspect l'humain qui veut prendre la main sur Pandora, il est là. Hein, mais, C'est la toile mais- de fond, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, on va plus loin dans cette découverte de l'univers et de la planète, et je trouve ça chouette aussi de nous emmener un peu plus loin dans ça. Je suis d'accord. C'est vrai que le film a été peut-être un peu trop vendu sur ce peuple-là en disant, maintenant, ça va être eux les protagonistes, les Oui, antagonistes principaux, alors que C'est pas le cas. c'est pas vraiment le cas. C'est les collabos. C'est les collabos des humains. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est ça. L'enjeu, il est plus au niveau de Spider et Quaritch, tu vois, Oui. sur celui-là, je trouve. Ouais. Et moi, je m'attendais. Alors, tu vois, moi, j'étais déçu, entre guillemets, où je m'attendais à une nette progression dans l'histoire globale, et c'est pas vraiment le cas. À part le fait qu'ils se disent, ouais, maintenant, on va pouvoir trouver un moyen de. Enfin, les humains se disent, on va pouvoir trouver un moyen vraiment de vivre ici, parce que Spider acquiert la faculté de respirer et de se connecter au monde des navis. Alors, j'ai lu des théories là-dessus pour la suite, on en parlera tout à l'heure par rapport à ça. Non, tu peux lâcher maintenant. Là, si ouais. tu veux. Où j'ai lu un article qui disait que potentiellement, pardon. En fait, ce serait l'idée de retrouver Spider, mais surtout Kiri, pour la ramener sur Terre et essayer de la faire Ouais. reprendre la main sur En la fait, Terre, en fait, c'est ça. et la sauver. Le truc qui circule, c'est qu'en fait, elle va. Déjà, a priori, c'est le cas. Hein, il va y avoir vraiment un retour sur Terre. Ouais. On peut déjà parler du 4, hein, mais c'est pas Ouais. grave. Mais dans le 4, donc, qui arrive d'ici 3 ans,
truc comme ça. Je sais pas la date de sortie. 3-4 ans. 2029, je crois. Ok. On sera vieux. Ouais. Bon, à 3 ans, ça va. Et presque la En fait, c'est John Lando, c'est ça le producteur? Hein, c'est ça. Avec lui. Il est mort, lui, non? Bah, lui, il est décédé, mais à un moment donné, il aurait dit que Neytiri devait aller sur Terre. Et on sait que dans le 4e film, il va y avoir un gap à un moment donné, il va y avoir une ellipse de 7-8 ans. 8 ans, ouais, j'ai lu, ouais, c'est ce que. Ok. C'est à peu près le temps qu'on met pour aller de la Ouais, Terre à c'est ça. Pandora. Et qu'on passe d'un défensif à. Il faut aller chercher, en fait. Ouais, ou en tout cas, non, alors la théorie, moi je l'ai entendu sur le podcast du cinéma de Monsieur Bobine, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là. Je l'ai écouté avant-hier, je sais plus. Bref. Et tu commences qui parlait de cette théorie-là et qui disait que c'était en fait Kiri, clairement qui va être centrale. En plus, ça va être elle, la narratrice du 4e film. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle va aller la théorie, ce serait qu'elle aille sur Terre pour elle devenir en fait la Ewa de la Terre et faire ranimer la Terre. Parce que l'idée, c'est que là, dans ces deux films là, le 2 et le 3, la Voix de l'eau et Fire and Ash, tu vois vraiment qu'ils sont dans une espèce de, ils sont bloqués, quoi. Ils sont dans un affrontement qui mène à rien. D'ailleurs, c'est symbolisé par l'affrontement entre Quaritch et Jake qui est assez intéressant. Mais oui. Et ambivalence de leur lien, oui, c'est ça. Oui. Vraiment, ils se retrouvent à se dire non, mais on fait quoi? Je vois que Quaritch c'est devenu, c'est un renégat, quoi, Quaritch, quoi. Ouais. Il est Marines quand ça l'arrange. Et puis dès que d'un coup. Ça reste un Marines quand même, tu vois. Ça reste un Marines, mais tu vois, mine de rien, quand il lui dit justement, quand il lui parle, quand Jake Sully lui parle de. Écoute, tu sais que tu es pas vraiment Quaritch, tu es la mémoire de Quaritch mis dans un corps de Na'vi. Lui dit vois les autres voix autour de toi. Et en fait, mine de rien, il voit déjà Quaritch. Ouais. Tu vois, quand parce alors je sais pas s'il tombe amoureux de la chef des je pense qu'il y a de l'attirance parce que d'attraction-répulsion un peu. Est-ce qu'ils se mettent en couple, en c'est tout ce qu'il cas lui dit c'est Varang, la chef des. Oui, Varang, des Mangwan. Mon coin, on va le noter. C'est ce que j'ai fait, je l'ai noté. Il dit à Varang, ce qui te manque, c'est ton ego. C'est ton équivalent. Oui, non, parce que l'ego, c'est bon, ça va. Non, mais l'ego, il est là. Alter ego. Ton alter ego. Et donc, il y a un côté, voilà, on est pareil. Et on sent, mais en fait, c'est aussi un miroir de Jake et Neytiri, les deux. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai lu que c'était Ona Chaplin qui jouait Varang. Qui est génial. Ouais. Qu'on a vu dans Game of Thrones, par exemple. C'est la petite-fille de Charlie Chaplin. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un nom comme ça, de toute façon, tu sais que c'est... Oui, il y en a... Oui. D'accord. Mais que j'ai adoré comme personnage, en plus. Moi, j'ai trouvé très... espèce de... Elle est très animale. Elle fait peur. Elle fait peur, mais vraiment très animale. Et puis, et notamment cette séquence sous la tente, ils ont tous les deux ce truc mystique qui devient du chamanisme carrément. C'est incroyable. Cette scène, c'est génial. Quand tu penses que cette scène a failli être coupée par les monteurs de Cameron qui leur a dit non mais les gars, si vous voulez votre job, vous la gardez. Hein. Ah ouais, oui. Elle est super. Elle est... Là, Quaritch, tu vois vraiment tu vois une autre face. Tu découvres, mais c'est pas Quaritch du coup. Enfin, il y a un truc. Oui, c'est pas Quaritch. C'est pas Quaritch avec ce personnage qui est génial, je trouve. La construction identitaire, elle est centrale chez lui aussi, l'air de rien. Je trouve super intéressant. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs. Enfin, ce côté, je suis lui, mais pas lui. Ouais. Et du coup, je suis qui? Du coup, j'ai le choix en fait. J'ai le choix d'être quelqu'un d'autre. C'est génial. Je trouve que c'est le personnage le plus intéressant jusque-là. Ah bah là, dans celui-là, il déploie là vraiment, il creuse ce personnage-là qui devient hyper intéressant, quoi. C'est Cameron qui disait que c'était un peu son Dark Vador, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, c'est que dans les premiers films, c'est vraiment c'est le méchant, quoi. Tu vois, comme dans Star Wars, dans le premier Star Wars, c'est juste le méchant, quoi. Et après, il gagne en complexité. Et là, c'est un peu le cas aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que clairement, dans le premier, avec son mug là, en train de défourailler et de dire que le feu c'est cool pour nettoyer, oui. C'est vraiment le méchant. Oui, mais je l'aime bien, moi. Je l'aime bien. Je trouve qu'il fonctionne super bien, même en méchant. Oui, puis le mec qui hésite pas, je me rappelle dans le 1, quand il hésite pas, tu sais, à sortir, tu sais, à l'air libre, tu sais, juste pour pouvoir tirer, tu sais, je sais plus, c'est Jake Sully qui s'échappe, je crois, pour tirer sur Jake. Oui. Il sort, tu sais, il retient juste sa respiration, puis il sort à l'air libre, et puis c'est un soldat qui est obligé de lui apporter son masque, parce que lui, il en a rien à foutre. C'est vraiment ce perso qui est dans le rejet de Pandora en permanence, même physiquement. Et là, par contre, il change, quoi. Il change là, enfin, du premier au deuxième. Dans le deuxième, déjà, il fait le cheminement, mais là, il va encore plus loin.
Le fait d'habiter le corps d'un Navi et de vivre, enfin de ce qu'il détestait le de plus à la base. l'apprentissage. Parce que oui, c'est ça, il y a ce côté un peu phase d'apprentissage Oui. avant ce qui va potentiellement revenir sur Terre et que Pandora est plus la fin où on emmène les ça, gens de après, Terre sur Pandora, c'est mais plus la enfin, en tout théorie, cas, ça. ouais, Mais ouais. et où potentiellement c'est en Là, fait. ça tient de la théorie, mais oui, ça peut très bien mener à ça. Mais oui. Mais en fait, et il y a ce truc de Courage qui amène. On n'a pas dit, mais Courage, il amène les armes aussi à Varang, justement. Oui. Pour négocier. Pour négocier. Pour négocier une espèce de trêve, et puis pour du donnant-donnant, quoi. Donc, il va. Ouais, c'est il ça. rapporte des armes au Mangwan. Ouais. Mangwan. On va y arriver. Avec un cas. Voilà. Et puis oui, il achète la confiance, quoi. Il achète, et même plus que ça, puisqu'il se laisse aller même à. Et là, il y a un vrai désir. Il y a le côté désir physique. Je trouve qu'il est abordé là. Il est incroyable. Ouais, mais cette sensualité entre les deux, c'est érotique, cette tension, elle est ouf entre Quaritch et ça elle. marche super bien. Ouais. Et tout en suggestion. Et voilà, c'est ça, parce qu'en même temps, il n'y a rien qui est montré vraiment, mais juste c'est pas c'est frontal non plus, évident, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, cette scène est super pour ça. Mais ça avance, et Cameron, il ose des choses, quoi. Ouais. Il ose des choses là. Tu vois, Mais tu vois cette scène très adulte comme moment, tu vois. Les autres aussi, je trouve. Mais c'est vrai que ce moment-là, particulièrement. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Le côté psyché, justement, l'hallucination qu'il a, Quaritch, quand il se prend une espèce de drogue dans le nez, etc. Ça fait écho aussi à une scène qui n'a pas été, qui a été performée sur le premier film, mais qui n'a pas été finalisée. Ou au moment où Jake à sa cérémonie où il est accepté par le clan, tu vois, comme étant un navi, etc. La cérémonie dans le film, tu vois juste qu'il est peinturluré, puis tout le monde pose ses mains sur ses épaules, tu vois, puis c'est fini. Dans le script, puis, ce qui a été enregistré, il a une cérémonie où il doit subir une espèce de piqûre d'un insecte, avec un venin hallucinogène. D'accord. Et il part dans un trip. Vous avez pas vu la scène coupée ? Non. Il y a une scène coupée qui est pré-rendue, quoi, c'est pas fini. Où en fait il part dans un trip hallucinatoire, mais complètement délirant. Alors on sait que Cameron a pris beaucoup de drogue. Non mais vraiment. On croirait pas quand on le voit là, il est tout propre sur lui. Il a expérimenté des drogues, donc il sait de quoi il parle. Et effectivement, quand tu vois la scène, tu dis waouh, j'aurais tellement aimé voir cette scène finalisée. Où il part dans un trip en fait où il a des visions du futur aussi, etc. Et ça dure un certain temps. C'est vraiment barré, hein. C'est vraiment étonnant. Ça aurait été dans le film, je sais pas comment ça serait perçu. Donc là, c'est une petite bribe de ça qui revient dans le troisième film, tu vois. Mais on a envie de revoir ce truc-là. Ouais, j'espère qu'il ira plus loin, peut-être dans les suites, je sais pas. Mais voilà, c'était déjà. En fait, il y a plein de trucs qui étaient déjà dans le premier film, mais parce qu'il pensait que le premier film allait être un stand-alone, il a amené. Enfin, il y a plein de trucs dans le premier film qui reviennent dans le 2 et dans le 3. Et je pense que c'est un truc. Moi, ça m'a un peu gêné sur le premier visionnage du 3. Là, c'est vraiment ce côté un peu redondant, surtout sur la fin avec la bataille finale. Tu dis ah ouais, en fait c'est le même plan, tu vois, c'est le même plan, c'est le même perso, c'est pas vraiment les mêmes enjeux. Tu veux dire que par rapport on a déjà vu ça. Même bataille finale que le 2, tu veux dire ? Non, du premier. Ah oui, d'accord. Oui. On revient chez Toruk, il y a les mêmes plans quand il réunit les clans, etc. Ouais. Sauf que là, au deuxième visionnage, et en ayant digéré un peu, en fait c'est pas le même message. Quand tu regardes Jake, en fait, à tous ces moments-là, il fait la gueule. Il a pas envie. Ouais. Il le fait parce qu'il a pas le choix. Il a pas envie de se battre. Oui, c'est ça. Il a pas envie de tuer, etc. Ouais. Oui. Et il sait que ça mène à rien. Et puis il sait que ça mène à rien. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus il était parti pour se sacrifier, quoi. Il se voyait être exécuté de toute façon. Oui, en plus, parce qu'il est puisqu'il se fait, donc on spoil. Cette scène est folle. Il finit par céder. Il veut pas laisser le clan de l'os faire détruire par le feu, donc il se rend littéralement. Il y a un Mexican standoff, mais il y en a plein dans le film d'ailleurs. Ouais. Et en fait, il est typiquement condamné à mort par une loi martiale, quoi. Là, c'est un traître à la RDA l'a capturé et ça y est. Voilà, c'est bon. et là il va être exécuté. Et tu vois que dans ça, il est dans une cage où il est exposé à la vindicte. Là, ils le prennent tous en photo. Le traître est. C'est super cette scène. C'est un truc qu'on n'a pas trop vu, tu vois. Ouais.
Et il dit bah là tu vas être exécuté parce que t'es un traître à ton espèce. Et puis il est vraiment résigné, il se dit je vais mourir en fait. Il est serein presque. Oui, parce qu'il dit bah au moins ça va peut-être un peu se calmer quoi. Peut-être ma famille sera tout ça sera épargné. Et puis enfin tu vois bien que non quoi. C'est évident que de toute façon ça aurait été que pire quoi. Oui. Ouais, et ça mène du coup au potentiel sacrifice de Spider du coup. Parce ah là là, cette scène, je crois que c'est celle qui m'a le plus retourné du film. Mais alors, ce qui est, en fait, c'est Neytiri qui, depuis le deuxième film d'ailleurs, elle pense à le sacrifier, à le buter. D'ailleurs, elle l'a jamais accepté. Hein. Dans le début du deuxième film, on voit qu'elle est en mode, bah non, c'est un humain, il faut qu'il revienne avec les siens. Alors que Jack, lui, il l'a adopté quasiment, il fait quasiment partie de la famille. Tu vois. Oui. Mais je trouve qu'on voit beaucoup cette ambivalence ou cette dichotomie raciale c'est encore plus poussé dans le 3, de leur mariage, de leur union. C'est même dit, quoi, pour le coup. Ouais. Alors, ou avec, entre Neytiri et Jake, et puis entre, du coup, Na'vi humain, et cette aversion que Neytiri a pour les humains qui devient de plus en plus. Mais à la fin du duel, elle a deux doigts de le tuer. Hein. Et on se demande à quel moment elle va vriller, en fait, tu vois. Elle en parle. Quand il étouffe, elle le laisse crever. Elle est distante, elle le mourir, quoi. Oui. Tu sens que jusqu'à ce moment-là où elle se rend compte que que la violence entraîne la violence et que c'est juste avant que Sully part pour l'exécuter, elle est vraiment en mode mais il faut qu'il se passe ça, c'est pas la même espèce que moi, c'est vraiment du racisme hein, quoi, c'est du mais non, c'est bien foutu elle est dans une quête de la vengeance aussi là, c'est encore plus avec la mort de son fils, tu vois, mais c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est plus le cas parce qu'il y a elle se rend compte, il y a une prise de conscience au moment où Jake va sacrifier. Avec le mot, quand elle voit le rouge sur ses mains. Mais ça, c'est génial. Quand elle se lave encore une fois, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui est important dans ces films-là. Je m'énerve. Vas-y, énerve-toi. Je m'énerve. Tu vois, là, on met sur un truc. Non, mais voilà, encore une fois, tu vois, un film, c'est fait pour être ressenti, c'est fait pour être vu, c'est de la mise en scène. Ça, c'est de la mise en scène. C'est comme ça que tu fais passer ton message. Et Cameron, il excelle là-dedans. Tu vois. Et le visage de Spider aussi où tu vois pas ce que Jake va faire et du coup tu t'es centré sur lui et sur en fait il accepte son sort lui aussi, tu vois, il est prêt à se dire ça y est. Après voilà, moi j'aimais des nuances sur l'acteur. Ah ouais, je trouve qu'il est pas assez bon. Ok. Ah ouais, je trouve qu'il est un peu juste par moment, surtout un peu lisse peut-être. Tu sens enfin il passe d'une émotion à l'autre et tu Moi, Après, il est pas tout bleu, lui, du coup. Hein. Justement, c'est le seul visage humain qui est pas traité numériquement. Il devrait être un peu plus. Ouais. Ils auraient dû prendre Jim Carrey. C'est ça. Un gars très expressif. Non, mais je veux dire que je sais pas, il est. Ouais, ça va, tu vois, mais je trouve qu'il est pas au niveau des autres, quoi. Mais moi, je le voyais. J'ai vraiment eu un doute. Il m'emmerdait déjà dans le deuxième, mais bon. Ah ouais. D'accord. Mais moi je le voyais vraiment, j'ai vraiment eu un doute à l'exécution. Je me suis dit il va peut-être vraiment le tuer. Et moi j'y ai cru. J'ai cru. Je dis quand il plante, enfin quand il jette le couteau ça hors caméra. D'ailleurs t'entends un, t'es là, ah bah putain il l'a tué. Waouh, c'est le gros tournant de la saga. Ouais c'est ça. Le sacrifice. Et puis bon, ça crée énormément de choses parce que tu dis qu'est-ce qui se serait passé Quaritch, t'aurais tué mon fils, t'aurais décuplé de la colère, des choses. Mais ça aurait été, mais justement, je pense qu'il pense aussi à ça. Tu vois. T'es à sa place en te disant, mais si je fais ça, ça va être la merde. Alors, ça va être je pense qu'on est davantage libéré, quoi. On est davantage sur, enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu davantage comme peut-être l'amour filial aussi, ou même si c'est pas son fils, c'est son fils, tu vois. Et il le dit d'ailleurs, il le dit avant. C'est vraiment l'amour qui guide la main à côté et pas sur lui. Mais il le dit justement, il dit. Mais au-delà du fait que si je le tue, ça va être encore plus la merde et tout. Mais je suis ton fils, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est là aussi où lui accepte aussi cette adoption, quoi. Enfin, il y a un truc qui se noue à ce moment-là. Ouais. Donc une scène vachement puissante avec très peu de choses en fait, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant. Encore une fois, on parle de mise en scène. Il fait ça dans un endroit. Peut-être il l'emmène dans la forêt un peu plus loin, à l'écart. Pas que Neytiri voit, etc. Et il l'emmène à un endroit où tu as un ray de lumière qui filtre entre les feuillages. Tu vois vraiment les rays de lumière dans la poussière, la brume. Et on voit déjà ce truc-là quand Neytiri prie au tout début, quand l'éclipse se termine et tu vois une raie de lumière qui rentre dans la hutte. Et cette image-là, elle vous évoque pas quelque chose d'autre aussi à la fin du film qui est vachement important. Cette espèce de lumière qui filtre entre des broussailles, qui est extrêmement puissante, qui cache quelque chose de... Bon, c'est Ewa, mais c'est pas grave. Il va chercher. Je pense qu'il va aller chercher loin, mais non, pas du tout. À la fin du film, quand
Kiri et Spider sont dans le monde des esprits et remontent Oui. vers Ah oui. Ewa, Ah, c'est exactement ce qu'ils ont comme oui. image. C'est ça. C'est, oui, c'est d'accord, Ewa qui est présente, en fait, qui est derrière cette broussaille. Ah oui, d'accord, de ok. lumière extrêmement Ah oui, puissante. ok. Oui. Et cette image-là, tu l'as au début quand Neytiri prie, et Ouais. tu l'as au moment où Spider va se faire buter. Ah ouais. C'est clairement Ewa qui vient, entre guillemets, qui est présente en tout cas. Mm. Mais qui intervient pas forcément, mais Ouais. qui est présente. Mais qui est là. Elle est représentée par ce truc-là, par Ouais. cette espèce d'image de mise en scène, purement ciné. Ça fait très sacrificiel aussi, quoi. Je trouve vraiment, tu sais, Ouais. t'es sur l'autel, voilà, je vais t'exécuter, quoi. Mais cette lumière, c'est Ouais, vraiment ouais, ça. ouais, Non ouais. seulement ça évoque ça, Ouais. avec la lumière, mais cette image de la lumière, elle est C'est la vraiment présence matérialisée d'Ewa. à la Mm. fin, où on te dit, c'est ce que tu as vu, c'était ça en fait. Mm. Ce que tu as vu, c'était Ewa. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le prends. Moi. Enfin, Mhm. ça me paraît assez clair. Et il y a un autre moment moi, qui m'a un peu marqué aussi, c'est le personnage de Loak, l'autre fils de Oui. Jack, qui là a un parcours de deuil un peu violent. Où là, il culpabilise énormément dès le début. Et d'ailleurs, c'est lui qui a la voix off. Alors, je vois pas beaucoup l'intérêt de la voix off. Hein. Dès le deuxième film, je trouvais pas que ça avait beaucoup d'intérêt, mais alors là encore moins. Ouais, D'autant non, plus c'est que c'est pas... vraiment Elle que- arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, la voix. Mais d'autant plus que les Ouais. personnages sont tous sur un pied d'égalité un peu. Enfin, on suit Ouais. chaque perso, il y en a pas un qui Ouais. prend le pied sur l'autre. Enfin, Ouais, non, c'est bizarre. on n'a pas un Peut-être pour point de- accélérer la narration, de peut-être. Peut-être, ouais. Ou ouais, juste. Pour s'éviter quelques scènes, peut-être. Tu sais, Ou en- histoire de- Ouais, essaie Ah, d'arrêter. je suis trop loin. Ouais, t'es un peu loin. Ouais. Ou en tout cas, ouais. Ou en tout cas, c'est un truc qui était déjà sur le premier, donc pourquoi pas refaire sur la suite, quoi. Mm. Parce que dans le premier, c'était justifié par les journaux en fait que tenait Jake. Oui. Parce que tu entendais, c'était ce qu'il racontait en fait à la fin. Et tu arrives à la fin du film où là, il dit bah c'est bon, c'est terminé. Ouais. Là, je suis plus un humain, donc j'arrête mon journal de bord, quoi. Ça aurait été intéressant de ne plus avoir de voix off dans les suites, mais bon, bref. Voilà, il y a sa voix off, voilà. Et il est tellement en train de culpabiliser qu'il va quand même pour se suicider, à mon avis. Oui. Où Oui. vraiment, Cette scène est très violente. et t'es là, d'ailleurs. ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, tu montres un gamin qui va se tuer, d'accord. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est Oui. violent tout ce qu'il vit, Ouais. ce que son père lui. C'est le lave-vaisselle. Pardon. On fait une petite pause. C'est bon. Je disais, c'est vraiment très violent tout ce qu'il vit et la manière dont son père lui met la mort de son frère sur le dos parce qu'il n'arrive pas à se remettre lui-même en cause, en fait, dans son deuil et dans. Commence à le faire, je trouve. Oui, mais du coup, il va loin avant de réussir à le faire quand même. Et, Non, mais il s'en rend compte dès le début, oui, où il dit, il arrête pas de se dire à Thierry, bah, j'avais tort de faire ça, puis il est en mode, ouais, peut-être quand même. Parce que oui, le fait qu'il oui, le mais ça dise- n'empêche pas de culpabiliser son fils, tu vois, quand même. Oui, mais je veux dire, c'est, évidemment qu'il y pense, mais juste que ça sort tout seul et il se maîtrise pas là-dessus, quoi. Ouais. C'est pas mon père, hein. Ah non, c'est un père atroce. Mais- Mon Dieu. C'est de très loin de Genre, là, tu vois. bonjour, je crée une carte fidélité chez les psychologues pour les 20 ans à Ah, venir. putain, alors, Ah. Ouais, et puis il y a ce côté, en plus, culpabilité. Puis à la fois, tu vois que c'est un adolescent, quoi. Il est en construction. ouais. Et il avait un exemple un peu dès qu'il est Ah, son donc, grand oui. frère, enfin, c'est le rapport entre frères, quoi. Ouais. Et là, et quand t'as des coups, ce grand frère qui disparaît alors que t'es en pleine construction, forcément, ça induit à Moi, j'adore des ce choses perso. J'adore ce perso. hyper dures, quoi. Je sais plus si ça arrive avant ou après le bannissement de Payakan. Je sais plus, mais de toute façon, il est lié. Parce qu'il y à a ça Payakan. aussi, tu Enfin, vois, c'est- qui perd son frère, Ouais. il perd son frère spirituel. Enfin, Ouais. Oui, il a plus bonjour. rien, là, Ouais. qui... Donc, non, super perso aussi, avec un cheminement intéressant en parallèle. Puis avec ces Tulkun, hein, qui sont des personnages, qui sont des vrais personnages pour le coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Sur quoi on peut partir? Et puis moi, Et bah, si- sur les Tulkun, peut-être qu'ils représentent un peu le biais de l'idéologie pacifiste à tout prix et qui a ses limites en fait. Et où là, ça vient se rompre en disant bah non, en fait, faut qu'on se défende si on nous Ouais. attaque. On peut Ouais. pas juste accepter ce qui se passe. Ouais. Et oui, bien sûr que la violence entraîne la violence, mais il y a un moment où. Oui, et du coup, en fait, l'alliance Là, on n'a pas le choix. et là, il se retrouve en fait à perdre. Enfin, pour moi, la fin du film, c'est vraiment il faut trouver autre chose. Mm. Et je pense que les suites vont proposer autre chose. Mm. Et j'ai hâte de voir ça. Ouais. D'où la redondance aussi. Hein, Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans le 2 d'ailleurs, le lien Tulkun et. Ah bah, j'ai adoré, moi, Ouais. tout le cheminement de Loak dans le deuxième, moi j'adore. Ouais. Hein. Ouais. Ça me fait me préférer pour le coup le 2 ou le 3. Ce truc-là. Tout Ok. cet arc-là, moi je le trouve vraiment. Très bon. Là, dans le 3, ça va extrêmement vite. Mais moi j'adore, enfin, j'aime bien, hein, y a pas de problème. Et c'est extrêmement épique. Enfin, même la scène, on n'a pas parlé de la scène des wine traders au début. Hein. Là, cette peuplade navi Ah ouais, sur les vaisseaux volants là. qui fait. Bah, les vaisseaux, c'est des méduses. Mais Enfin, oui.
peu de respect pour les animaux. Cette espèce de méduse, d'ailleurs, c'est marrant, Enfin, ça les vient méduses d'un... qui volent dans les airs quand même. Oui, mais ça vient d'un dessin que Cameron a fait dans les années 70, où ça s'appelle la planète Messa. Il avait inventé tout un univers prémisse d'Avatar, où tu vois une méduse comme ça, avec un type qui est accroché dans les tentacules, qui a un bras mécanique. Qui il y a presque un côté Ghibli un peu dans ces trucs-là, je trouve. Ouais. Dans certains. Mais... Ouais. Quelque part, ouais, peut-être. Mais ça fait partie de ses influences, probablement. Ouais. Enfin, lui, tout ce qui est manga aussi, c'est ancré là-dedans. Enfin, ça lui C'est était un peu reproché. Ça lui était reproché, ouais. d'ailleurs. Il y a eu des procès et tout ça. Ah ouais? Oui. Mais quand il a sorti ses dessins, il dit regardez ce que j'avais fait moi, dans les années 60. Ah oui. Oui. D'accord, très bien. C'était avant, ça va alors. Puis il y a plein de refs. Hein. On n'a pas parlé des références. Enfin, il s'auto-référence beaucoup. Hein. À Aliens, entre autres, quand t'as Quaritch qui fait découvrir le lance-flamme à Varang, il se tient derrière elle, tu sais, comme X avec Ripley, sauf que là, c'est dark, quoi. C'est dark. Et puis elle est aux anges, quoi. C'est vraiment c'est son. Cramer. J'ai du feu à volonté, quoi. C'est magique. Et c'est là qu'elle lui dit allez, viens dans ma hutte. Je vais te faire ton affaire là. Je te kiffe trop. C'est clair. Non, mais c'est ça, quoi. Et puis même le véhicule, et à un moment donné, c'est le général, quand il capture Jake, et t'as la générale qui arrive. Oui, avec le. Tu vois le véhicule, tu te souviens du véhicule qu'il utilise? Oui, alors je vois, c'est un truc avec les roues qui pivotent là, un gros truc. Un truc très très bas, au ras du sol, avec des grosses roues. Ça te rappelle pas un véhicule dans Aliens? Oh là là. Non. Mais si. Je me rappelle des exosquelettes. Mais c'est pas vrai. Les exosquelettes, si, l'espèce de véhicule qu'ils ont tu là. vas te faire fâcher, attention. Bah, le véhicule qu'ils ont, dans lequel ils sont, tu sais, que Ripley. Ouais, mais je l'ai pas vu depuis longtemps, Aliens, en fait, moi. Bon. Mais moi, je regarde pas des James Cameron toute la journée comme toi. Je regarde tout le temps des James Cameron. Moi, je regarde que ça. Et je les ai même pas les aliens. Donc là, je vais rentrer, je vais regarder un autre alien. Mais il faudrait que je me refasse tous les aliens. Bah, tu viens à la maison. Là. Tous les aliens. Alors que le 1, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Je raconte ma vie. Hein, écoute, tout le temps, tu viens avec moi, on se fait Aliens. Allez, Aliens. 2h30. C'est ça. Allez, tranquillement. En version longue, bien sûr. On a un peu dégraissé. Ouais, on a un peu dégraissé. Mais non, mais ça parle d'Aliens, c'est vachement ancré dans celui-là aussi, quoi. Dans le précédent aussi, il y avait un peu de ça, mais avec les mechas et tout. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait du Mad Max aussi, avec justement ce Varang qui enflamme un de ses disciples qui vient se cracher, se suicider puis le sur une des méduses. Puis le truc au côté, attaque de convoi sauvage. Très western. Ouais, bah oui, c'est ça, attaque de train, attaque de... Ouais. Et puis ces scènes de combat sont incroyables. Hein. Oui. Ouais, c'est virtuose. Il y avait même un côté piraterie, tu sais, genre tu sais, avec la voile, tu sais, quand il plante le couteau, tu sais, pour... Oui, quand il descend avec le couteau dans la voile. Comme dans les voiles de bateau, tu sais, pour amortir la... C'est ça. Mais c'est ça, en fait. T'as que des trucs comme ça dans Avatar. Dans tous les films, t'as ça. T'as des refs. Il connaît parfaitement son sujet et il les retranscrit parfaitement. C'est pas juste une ref pour le fun. C'est vraiment un truc qui marche et qui a du sens quand c'est utilisé. Parce que c'est un western aussi, effectivement. Oui. Mais du coup, je repensais juste pour revenir sur le WAC. Ce film 3, il clôt vraiment son arc narratif à lui parce qu'à la fin, on voit bien qu'il a trouvé sa place, qu'il a réussi à faire changer la vie des Tulkun. Enfin voilà, il lead avec son père et c'est fini. Ça clôt les arcs qui ont démarré dans le 2 parce que le 2 et le 3, encore une fois, c'est un même film. Le sien, oui. Celui de Spider et Quaritch, par exemple, il est pas clos pour moi encore. Spider, il est quand même accepté comme un monde des... c'est quand même un accomplissement assez ouf. Oui, non, mais complètement. Quaritch, en tout cas, par les parents, parce que par les Quaritch, il va revenir. Pour moi, il est pas mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort, c'est sûr. Il va dire revenir parce qu'il a pas encore fait de choix, en fait. Il est dans le renoncement au choix, quoi. À chaque fois qu'il en a un, il fuit, quoi. De toute façon, Avatar sans Quaritch... c'est plus Avatar. Je suis sûr qu'il en a sous le pied, mais tout de suite, ça va ressembler à autre chose. Ça va être différent. Et on en parle de la performance de Sigourney Weaver qui joue Kiri aussi. C'est incroyable. Kiri, moi je l'ai adoré vraiment dans celui-là particulier. Je trouve que c'est mon personnage préféré. Il est tellement passionnant. L'ampleur encore plus. Oui. Et j'ai hâte de voir ce qu'il je le trouve, pour dire à la fois, moi je trouve que c'est le personnage qui psychologiquement et physiquement est le plus beau, je trouve. Même vraiment physiquement, c'est le personnage, franchement, son visage, il est tellement rayonnant. Ça a été très travaillé, je crois, son personnage, son apparence en tout cas. Oui, parce qu'elle, comme elle est très très ambivalente niveau apparence, elle a beaucoup de traits humains, avec les cheveux, tout ça. C'est vraiment, en plus là, on en apprend plus sur elle, c'est vraiment une espèce de clone de l'avatar de Sigourney Weaver. C'est ça. Avec une espèce... En fait, c'est comme un... Ouais, elle a une espèce de truc chelou, on sait pas trop ce que c'est. Oui, c'est ça. Et c'est en plus, c'est renforcé par le fait, ça, je pense que c'est un peu accidentel et je sais pas si c'est forcément voulu,
Mais le fait du coup que elle est évidemment jouée et doublée par Sigourney Weaver, qui a une voix de femme très mature, alors qu'elle est très jeune, Kiri. Et du coup, pourtant, c'est sa voix et ça marche bien. C'est un côté un peu étrange, tu vois, ça fait de l'étrangeté aussi Ouais. à son personnage, tu vois. Parce que Sigourney Weaver, elle a 70 ans passés, quoi. Mais oui, c'est bien, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est vraiment une performance de fou. Mais c'est assez dingue parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a déjà eu des acteurs, tu vois, âgés, alors même Quaritch, parce qu'il est censé jouer une version plus jeune que lui. Mais je trouve que par exemple, dans The Irishman, c'était problématique avec De Niro, tu vois. Parce qu'en fait, en fait, quand tu prends quelqu'un qui effectivement a un âge très différent de son personnage, même si tu fais tous les efforts du monde pour physiquement qu'il ressemble à un personnage plus jeune, dans les mouvements, dans la voix, dans l'attitude, c'est l'attitude d'une personne beaucoup plus âgée. Alors que là, c'est la motion capture, quoi. C'est que là, c'est comme le vrai corps de Niro qu'on voit, quoi, dans The Irishman. Justement, c'est un problème entre guillemets parce que justement, ça reproduit parfaitement tes mouvements. Ça te rajeunit pas dans tes mouvements. Et les mouvements, t'as aussi des mouvements qui te font paraître plus âgé. Et là, elle joue parfaitement l'adolescente, quoi. Jusqu'au moment où elle embrasse Spider. Alors ça fait une polémique. Ça fait une polémique de merde, comme quoi on disait c'est Sigourney qui a embrassé un gamin de 15 ans. Oh là là. Non, c'est pas le cas déjà. Alors, déjà non. Tu vois, mon Dieu. Ça a été fait différent. Ça n'a pas été fait comme ça. Et je trouve ça fou parce que effectivement, on n'y pense pas du tout. À aucun moment on y pense à ce truc-là. On est complètement dans le film. Et c'est ça, bien sûr. C'est beau, quoi, comme moment. Moi, je trouve leur lien super chouette. Mais oui. C'est vraiment les deux ados qui. Pour le coup, c'est vraiment les deux épaves, quoi, j'allais dire. Mais les deux. C'est ça. Ceux qui sortent de nulle part et qui ont plus de lien avec personne. Un peu bâtard, un peu. C'est ça. Mais il y a beaucoup de sensualité dans celui-là, je trouve, par rapport aux autres. Je trouve vraiment que c'est très charnel. Beaucoup de sérénité. Enfin, tu sens. En fait, elle joue très bien ce personnage habité, à la fois tourmenté parce qu'elle sait pas qui elle est. Du coup, on en revient sur cette question de la construction identitaire, et en même temps très posée, très sereine, où elle fait les choses et en fait, elle a peur et elle a pas peur en même temps. Elle a peur. Oui, mais en même temps. Elle cherche qui elle est, quoi. Elle cherche qui elle est, et je trouve qu'elle dégage quelque chose de ultra serein en même temps, tu vois. Où elle est habitée par la déesse et tu le sens. Enfin, je trouve qu'elle le retranscrit bien, ce truc où le personnage est fou. Mais c'est là où c'est différent. C'est pour moi, enfin, de ce que je comprends, elle n'est pas habitée par la déesse. En fait, elle est quelque chose d'autre. Parce qu'au moment justement où elle cherche à lui parler à la déesse, déjà, on voit, du coup, là, c'est un point important aussi, c'est qu'on voit Ewa dans le film. En tout cas. On voit une version d'Ewa qui est a priori... Enfin voilà, il y a des tas de théories là-dessus aussi. Moi, je le perçois comme un truc... Enfin, on s'est filtré par la vision qu'a Kiri de Ewa. Parce que si on fait gaffe, ma deuxième vision, ça m'a marqué. Ewa, elle a une tête de Na'vi, mais elle a des sourcils. Les Na'vis n'ont pas de sourcils, c'est les avatars qui ont des sourcils. C'est pas fou. Kiri en a. Alors, est-ce que c'est elle-même qu'elle voit? Est-ce que c'est un miroir? Parce qu'on sait que Cameron, il aime bien l'effet du miroir dans tous ses films, donc je pense que ça a du sens derrière. Est-ce qu'elle est Ewa? Non, pour moi, elle n'est pas Ewa, elle est autre chose. Mais elle a ses pouvoirs. Ce qui peut être un peu emmerdant pour Ewa. Donc, je sais pas comment. Ça amorce quelque chose de super intéressant qui va probablement être développé dans les suites. Mais quand tu vois Kiri qui agit, en fait, elle use de ses pouvoirs. C'est-à-dire que quand elle essaie de la convaincre de les aider, pour moi, c'est pas Ewa qui aide, c'est elle. T'as les espèces de les calmars là, je sais même plus comment ils s'appellent. Ils sont incroyables. C'est qui arrivent et en fait tu sais ils communiquent avec elle avec leurs lumières qui sont sur la peau là. Et c'est elle qui donne les instructions. C'est pas Ewa. Pour moi ça donne des indices sur ce que ça va devenir, tout ça aussi, ce que ça peut devenir et... Tout comme les plantes dans la forêt ou les trucs comme ça aussi. Pour moi, c'est Kiri là qui est intervenu, c'est pas. C'est ça. Tu vois, il y a un truc vachement intéressant. Et d'où le côté justement, c'est redondant. On se dit c'est encore Ewa qui intervient comme dans le premier film. Non, c'est pas. Enfin, il y a des petites différences qui sont assez subtiles, qui donnent un autre sens à ce qui se passe. D'accord. Mais je comprends que ça puisse gêner. Moi, le premier, ça m'a gêné au premier visionnage. Je me dis c'est encore la même chose. Et quand tu le revois, que tu réfléchis, enfin, tu fais un peu plus gaffe, tu te dis non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc effectivement, le personnage de Kiri super intéressant, qui en plus use de ses pouvoirs tout au long du film. Je trouve ça génial quand elle utilise les plantes qui envoient des pics. C'est ça, le truc poisonné, super. Et qui fait fuir Varang même en utilisant aussi son espèce de tresse qu'elle arrive carrément à mouvoir comme une espèce de cobra. C'est génial ça aussi. Ça va plus loin, tu vois. Il reprend vraiment ce qu'il a installé et il le pousse plus loin. C'est ça en fait le troisième film. Oui, je suis d'accord avec toi.
Et elle commence elle est vraiment en quête de qui elle est, et puis elle commence vraiment à comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais. Qui elle est, quoi. Vraiment ce qui se passe, et qu'il y a, c'est un truc énorme, quoi. C'est un truc énorme qui arrive, quoi. Et en même temps, elle n'a pas l'air de se sentir si dépassée de ça. Enfin, au moment où elle comprend, ça doit être terriblement horrifique. Enfin, en termes de dire, c'est quoi ce qui m'arrive, c'est qui je suis, pourquoi moi, tu vois. Et elle prend des décisions, tu vois. Elle y va. Et du coup, c'est quand même une force de caractère. Puis il y a aussi des événements qui font qu'à un moment, ils doivent choisir, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. Typiquement, quand. Mais elle se pose pas 15 000 questions, tu vois, c'est pas Jake. Oui, c'est ça, ouais. Mais tu vois, la scène où, comment il s'appelle, quand il est en train de s'asphyxier, je me rappelle pas son nom, de Spider. Ouais. Bah là, ils sont obligés de choisir, et là, en fait, c'est par la force que des choses qu'il a plus rien pour respirer, et voilà, elle choisit, et puis elle fait ça, quoi. Et justement, à chaque fois, c'est des personnages qui font des choix. Ouais. Et derrière, en fait, ça a des conséquences terribles. En fait, tu dis, j'ai fait ça. Et en fait, c'est toujours des personnages qui font des trucs et qui ont un impact énorme derrière. Ils regrettent souvent. Enfin, tu vois, là elle fait ça. Ça ajoute un enjeu de les humains vont vouloir récupérer. Un énorme enjeu. Ouais. Tu vois, à chaque fois mais c'est pas elle qui regrette, ceci dit. Non, elle ne regrette pas. Mais si tu veux, ça. Non, mais même sans regretter, c'est que ça rajoute un enjeu de fou, en fait. Ah bah oui. Elle vient rajouter un problème, mais en même temps. Oui, mais parce que c'est une ado, elle a pas la. Oui, mais non, mais je veux dire, c'est tout le propos du film, c'est que tu peux pas ne rien faire, en fait. Oui. Ah bah oui. Mais ça participe en ça aussi, cette action-là aussi. Oui. Quoi que tu fasses, il y aura des conséquences, mais en même temps, tu peux pas ne rien faire parce que sinon. Oui, bah voilà, c'est ça. Sinon, tu laisses mourir ton frère. C'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, Eywa, ce moment où on voit le visage aussi, c'est une référence à 2001 qui a été admis par Cameron. Avec le bébé qu'on voit à la fin de 2001. Cet éclairage un peu vaporeux de visage, énorme visage qui... Voilà, ça y est, je crois que je l'ai... Donc on sait que c'est un film que Cameron adule et il aime bien le citer, même dans le premier Avatar, avec les vaisseaux, tout ça. Voilà, après, c'était discuté, ça, le fait de représenter Eywa, mauvaise idée ou pas. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien aussi, je trouve que c'était audacieux. Ouais, et puis en plus, il y a un côté, je trouve, avec Eywa, t'as toujours les humains qui ont une explication. Parce qu'à un moment donné, il découvre que Spider a cette capacité de respirer. Et il discute avec Kiri. À un moment donné, t'as Norm qui est l'humain, là, avec le scientifique qui discute avec elle en disant mais en fait, ce que tu essaies de faire, en fait, c'est d'essayer de communiquer avec la source. Et du coup, elle a comme un pare-feu qui t'empêche d'avancer, etc. Puis là, t'as Natiri qui arrive dans le arrête. Non, en fait, c'est Eywa, machin. T'as vraiment ces deux points de vue. Et les deux points de vue fonctionnent. En fait, ça peut très bien ne pas être du tout une entité, une déesse. Ça peut très bien être une espèce d'organisme. Mais c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le premier film. Une espèce d'organisme, Gaïa, quoi. Une entité vivante qui englobe tout. Mais sans forcément être un dieu, quoi. On est toujours dans cette. Les deux sont possibles, quoi. Tu vois, on va entre pas le trancher. Rationnel et l'irrationnel. On va pas trancher là-dedans. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Avec qui Kiri a un lien privilégié, quoi, vraiment que les autres n'ont pas, quoi. C'est ça. Mais de part aussi sa naissance vraiment particulière. Une espèce d'erreur, en fait. Oui, c'est ça. Qui n'aurait pas dû être, et en même temps, c'est. Donc voilà. C'est ça. Voilà. Et en coup de cœur. Moi, j'étais trop contente de le retrouver et j'étais trop contente de ce qu'ils lui ont fait faire. C'est Garvin, là, le biologiste marin. Oui. Dans son tank. Oui, c'est génial. C'est incroyable. Oui, il est super. Cette scène moi, j'ai trouvé, j'ai fait oh, trop bien. Puis c'est qu'ils ont vraiment pris, je trouve, un mec qui a une tête de kidam, tu sais, de gars que tu croises. Il a rien de particulier, vraiment. Et puis c'est juste un qui dit, mais non, j'en ai marre de ces conneries, quoi. Mais oui. Tu le sens déjà dans le 2 qui fait. Dans le 2, tu le sens déjà. Il n'y a pas de payoff là-dessus dans le 2, mais t'as un payoff dans le 3 pour le coup, avec ça. Tu dirais, un technicien qu'ils ont pris, tu sais, genre sur le tournage, tiens, toi, tu vas jouer ce mec-là. C'est ça. Et du coup, le mec, il est héroïque, il se transcende totalement. Et c'est génial. Et j'espère qu'il est pas mort et qu'on va le retrouver. On sait pas, parce que franchement, je le trouvais trop génial. Le petit coup de cœur pour ce passage. Il s'est pas fait choper, en tout cas, ils savent pas que c'est lui. Mais pour le coup, le mec là, comment il s'appelle, Scorsby, je sais plus comment il s'appelle, le méchant là, qui bute des Tulkun, le chasseur de celui qui a un bras bionique. Ah oui. Ah oui, il est affreux, lui. Je pensais pas le revoir. En fait, je me dis, il est mort, quoi. Là, s'il est pas mort. Là, s'il est pas mort. D'ailleurs, bon, ref à Abyss, sa mort. Ref à Abyss. Ouais, quand il est entraîné dans le fond comme ça, en mode puis là, tu sens qu'il va se faire comprimer par l'eau, quoi. Ah oui, d'accord. Ça pense au méchant dans Abyss, c'est qu'il coule avec son sous-marin et qu'il se met à hurler avant de. Ah putain. Mais il faut que tu vois tous les Cameron, c'est pas possible. Je vais refaire une cure. J'aurais dû vous demander de mater tous les Cameron avant de. Je vais faire une cure avec tonton. Allez, tiens, viens voir des Cameron à la maison.
Putain. Et j'en ai aucun quasiment. Puis Quaritch, c'est Terminator 2. Enfin, oui, Quaritch, c'est le T-1000. même le taureau qui sort des flammes comme ça, là, c'est aussi le T-1000. Ouais. Voilà. Cette auto-référence, c'est bien. Mais oui, mais en même temps, ça parle. Ça fonctionne. Ces images qui marchent, quoi, qu'il a déjà éprouvé, quoi. Et là, il les ramène, quoi. Donc ouais, ça marche super bien, quoi. Ouais. Et ce que j'aime dans ces films, c'est qu'il y a plein d'actions, il se passe plein de choses, on en prend plein les yeux et tout. Et il y a aussi énormément de poésie, de moments de... Enfin, et pas que dans les images, tu vois, dans les baisses qu'on parlait en termes émotionnels et tout. Et ça apporte quelque chose qui est vraiment... De réussir à mixer tout ça avec cet équilibre-là, ça, c'est vraiment un talent qui est génial, je trouve. Et qui fait que j'aime ces films-là. Ah bah oui. C'est non-stop, quoi. Moi, il y a une chose aussi que j'ai noté, c'est vraiment que je trouve que c'est un film vraiment sur la fraternité et la sororité. En fait, c'est que justement, il y a le thème dans La famille Sully de qu'est-ce qu'un frère, voilà, qu'est-ce qu'une sœur. Mais tu l'étends au clan, en fait. Voilà. Tu vois. Et il y a aussi, mais quand il parle le fameux paria dont on n'a pas trop parlé, qui était dans le 2 déjà, là, les Touloun, les Tulkun, voilà, c'est les Tulkun, qui est le paria, qui est rejeté par sa communauté parce qu'il a tué. Et voilà, que malgré ses bonnes actions, il est continué à être rejeté. Mais c'est marrant comment, très vite, c'est leur frère, en fait, quoi. Ils arrêtent pas de le répéter, quoi, les enfants. Mais tout se répond, en fait, tu vois, entre les différents persos, quoi. T'en as un qui fait un truc, mais en fait, l'autre, ça fait la même chose si tu réfléchis bien, tu vois. C'est ça qui est rigolo. Mais le terme est vraiment, je trouve qu'il est vraiment appuyé sans arrêt, quoi. C'est vraiment, c'est leur frère, quoi. Et quand ils disent à la fin, quand ils sont tous face au matriarche, là, et qui sont là, bah écoutez, si lui c'est un paria, bah moi aussi je suis un paria, puis moi aussi je suis un paria, moi aussi je suis un paria, tu vois, ils sont tous là. Moi, je trouve que c'est vraiment les ados, c'est trop bien. C'est ça, ils sont ça, ils ont le feu, quoi. C'est ça. Mais tu vois, je connais des gens qui ont vraiment pas. Enfin, j'aime pas parler de ça, mais je vais quand même en parler parce que c'est un truc qui revient souvent et qu'il faut un peu éclaircir. C'est que j'ai beaucoup de gens qui trouvent que le message du film, surtout dans le deuxième, est vraiment mauvais au niveau de la famille. Mais je suis en train de... Souvent, je le réponds, mais en fait, rien ne te dit dans le film que Jake, c'est un mec bien. Enfin, que c'est un bon père. Ah ouais, c'est pas un bon père. Il va évoluer, il évolue, et il change. Il se rend compte qu'il a fait une connerie. D'ailleurs, il échoue dans le film. Enfin, et ça valide pas du tout. Enfin, ça peut être très représentatif de la parentalité, de toutes ces horreurs qu'on peut faire. Alors là, il y va fort, on est d'accord, hein, mais les parents sont pas parfaits. Non, mais le film te dit pas que c'est bien. Tu vois. Oui, c'est ça. À aucun moment on valide Jake. Si c'était effectivement validé, bah, en fait, il aurait réussi le deuxième film, ce qu'il voulait. Mais il le dit même quand il dit lui-même, il dit franchement, il leur dit quand même, je suis un marine, quoi. J'ai beau être réincarné dans un corps de Navi et vivre avec vous, je suis un marine. Et quand il dit, quand on se fait attaquer, bah moi j'ai besoin d'une mitraillette et pas de prier Ewa. Voilà, quoi. C'est rude quand il dit ça. C'est presque violent, condescendant, quoi. C'est méchant. Et en même temps, c'est nuancé parce que finalement, Neytiri va quand même utiliser sa flèche avec son truc, quoi. Oui, bien sûr. Mais en plus, elle intervient contre son avis. Et d'ailleurs, il dit, mais je sais pas si je dois t'engueuler ou tout. Oui. Parce qu'effectivement, c'est dans la nuance. C'est pas du tout. Bah voilà, c'est pas. Il y a plein de moments où je me suis marré pendant le film. Ouais, les moments Quaritch, Jake, franchement, il y a plein de moments. Je trouve qu'il y a des moments drôles dans le film. Ouais. Bah, mais ce que je disais, la scène avec Garvin et le bulldozer, là, où ça vient défoncer la cage de Jake, c'est quand même très très drôle. Oui. Il est au taquet. Attends, je vois plus rien, merde! Non, ce qui est drôle, c'est qu'après, quand il lui dit, mais je suis votre plus grand fan, ou je sais pas quoi. C'est ça, Puis Jake, il est là. Ouais, c'est bien. On verra ça après. C'est bien, il y a un plan, il n'y a pas de plan. Bah alors, le plan, c'est Neytiri. C'est parti. Le plan, c'est Neytiri. Oui, un peu ingrat, le mec. Excuse-moi, je t'ai sorti de ta cage, sortez un peu les doigts, quoi, maintenant. Et puis t'as Spider qui vient, vous pouvez pas me tirer dessus, J'aime bien parce qu'il lui attrape sa queue. Oui. Pour que justement, il soit entre lui et l'hélicoptère. C'est très con, mais ça m'a fait rire. Ouais, c'est bon. Donc, non, mais ce qui est fou, c'est quand il pense aussi techniquement, parce qu'en fait, il réfléchit pas. C'est vrai que dans le film, quand tu vois le film, t'es là, oui, bah, ce qui se passe sous mes yeux, ça se passe sous mes yeux. Mais tu dis, ils ont dû tellement galérer avec Spider, en fait. Parce que c'est un élément humain, tu vois, qui interagit énormément, encore plus que dans le 2, je trouve, avec plein de trucs. Et ça a été, a priori, un casse-tête. Il y a eu un moment donné, même, où Cameron s'est posé la question de le garder ou pas, à cause de ça. Ah oui, ça a été un enfer à concevoir. Bah ouais. Et ils l'ont gardé. Ce qui fait qu'il y a pas mal de moments. Je sais pas si t'as vu, il y a une chaîne YouTube qui est vachement intéressante sur les effets spéciaux qui s'appelle Corridor Crew. Ok. C'est super intéressant. Et ils ont décortiqué un petit peu ça. D'ailleurs, ils ont aussi des contacts. C'est des gens du métier. Et c'est aussi des gens qui ont pu discuter avec les équipes techniques. Et il y a
plusieurs moments, dans le deuxième et dans le troisième, où Spider, c'est moitié numérique, moitié réel. Tu vois, il y a vraiment juste des fois le visage, des fois une main, des machins. Pour l'interaction avec les navis, etc. C'est fou, quoi. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, c'est fou, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, tu vois pas ailleurs, ce genre de truc. Enfin, ouais. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai vu le film avec Mary, au début du film, j'ai failli me retourner vers toi. Au bout de 5 minutes, je dis, ben voilà, le gars, en 5 minutes, il a tout éclaté. Mais tellement. En 5 minutes, il éclate tout, quoi. Ah, mais c'est sûr, hein, tu t'assois, tu rentres dedans, tu mets tes lunettes, c'est parti, et t'es là. 5 minutes de film que t'as Alors, jamais vu on y est. ailleurs C'est depuis parti. le dernier Avatar. Ouais. Non, mais il arrive à complètement. faire des choses. Moi, je me demande toujours aussi par rapport à un univers comme ça qu'il a déjà bien exploité, comment il va faire pour nous surprendre visuellement. Et là, tu fais, ah ouais. Mais il y arrive. Mais il y arrive quand même. Mais oui. Mais j'ai très envie. Alors je pense que ça va se faire, parce qu'après là, ça cartonne, hein, et ça ne fait qu'augmenter. Je crois qu'on est à 600 millions là, à la date où on parle, là, dans le monde. En France, on est à 4 millions, un truc comme ça. Ça va marcher, et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire pour le 4 et 5. Oui, parce que le 4 et 5 sont faits que si le 3 est rentabilisé. Il a commencé à tourner le 4 parce que les enfants grandissent, donc il faut faire vite. Oui, c'est ça. Je crois que le premier quart, le premier tiers a déjà été tourné. Et la suite, les salles sont bien remplies. Enfin, les salles sont bien remplies. Ouais. La séance Dolby de cet après-midi, moi je suis allé à la VO normale, qui était déjà magnifique, hein, vraiment. Alors je sais pas si il y a une grosse différence parce que tu t'en prends tellement plein la face, mais en tout cas la séance Dolby, elle était complète. Je me suis levé ce matin, la séance Dolby était déjà complète. Ouais. Okay. Moi je suis allé un mardi matin ouais. et ça était pleine. Un mardi matin, quoi. Ouais. Après c'est les vacances de Noël, donc les gens sont plus en vacances. Mais oui, non, mais on est d'accord, une séance du matin en semaine. 3h20 un matin, quoi. C'est pour rentrer manger tranquillou, c'est pour ça. Les gens ils calculent ça comme ça. J'avais faim après. Tu m'étonnes. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'il faut remettre un petit peu les choses. C'est pas un film si simple que ça. Qui n'est pas si redondant. C'est pas simpliste. C'est pas simpliste, en tout cas, c'est pas si redondant que ça. En fait, si on décortique, c'est qu'une petite partie, et ça a du sens. Non, c'est vraiment la continuité. C'est la continuité. Et je trouve que le 2 prend vraiment tout son sens. Encore plus, du coup, en ayant eu le 3. Ouais. C'est la fin du 2, en fait, le 3. Hein. Ouais. C'est clairement ça. Hein. Donc, oui, c'est... Mais j'aime bien, j'ai hâte à l'évolution de Quaritch. Vraiment, c'est un personnage. Il est capable de nous faire passer par des trucs avec lui. Je pense que c'est un gars, c'est un personnage qui va continuer à évoluer. Ouais. Je pensais pas être autant attaché à Quaritch dans celui-là, et je trouve que c'est le plus intéressant des persos. Moi, je trouve. Son fils, il aurait pu le lâcher dans le vide, là, tu vois, il dit écoute, tu m'emmerdes à la fin. Et puis en fait, il dit mais non, parce qu'il a dû répondre, il me plaît bien, quoi, je l'aime bien. Et en plus, tu sens qu'il y a un dilemme horrible, quoi, parce qu'il n'est pas lui, il a quand même ses souvenirs, il est quand même attaché à ce perso, mais du coup, il se dit mais c'est pas moi qui est attaché, c'est pas. Et du coup, évidemment qu'il saute dans le vide, toi, parce que tu deviens fou, quoi. Oui. Moi, j'ai bien aimé quand tu lui donnes un burger. Mais... Oui, c'est ça, c'est tellement désuet. Tiens, allez, un burger. Attends, mais. J'avais déjà faim à ce moment-là, donc. Oui, moi aussi. C'était ça, c'est pour ça. Voilà. Non, mais ouais. Je pense qu'on n'a pas tout abordé parce qu'encore une fois, le film est méga dense. Hein, c'est ce qui m'a surpris aussi. Tellement de choses. Ça, c'est quoi votre scène préférée du film, si vous en deviez en choisir qu'une? Il y en a plein qui sont top, mais. J'en sais rien. Là, comme ça, il va falloir que je le dise encore plus. Moi, je pense que j'allais le revoir, ça c'est sûr. Moi, c'est peut-être la scène où. C'est peut-être la scène où Kiri embrasse Spider. Je trouvais ça vraiment très beau. J'ai trouvé ça, je trouvais ça beau. Beau et simple, c'est simple, tu vois, ça devient, ça te cueille, quoi, c'est bien. C'est efficace. Moi, j'aime bien, toutes les courses poursuites au début, en fait, à partir du moment où ils sont attaqués par les, quand on voit Varang pour la première fois, quand vraiment, et jusqu'au moment où vraiment ils sont. T'as Quaritch qui intervient quand ils sont capturés, quand Kiri utilise là les trucs et tout. Je trouve que ça s'arrête pas, c'est vraiment la course poursuite, c'est vraiment on s'arrête pas, on avance. Je trouve ça assez chouette. Mais bon, après voilà, c'est difficile de choisir une scène. Même dans le deuxième, tu vois, dans le deuxième, je pense que mes scènes que je préfère, c'est avec Loak quand il va dans la gueule du Tulkun, là, il y a un truc complètement sidérant, je trouve. Donc il y a plein de choses qui sont chouettes. Je dirais plutôt, si je peux changer, peut-être la scène. J'ai changé d'avis. Non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je l'ai pas encore envoyé en cuisine, tu peux vas-y. La scène de chamanisme là, vraiment où t'as Quaritch qui est envoûté là, où t'as la sorcière. Enfin, on peut dire la sorcière, on peut dire sorcière.
qui passe par toutes les couleurs. C'est vraiment psychédélique comme moment. Quoi. C'est le psychédélique façon Avatar, quoi, façon James Cameron, et c'est super. Et puis tu as vraiment toutes le faciès de Quaritch qui est là, qui est fasciné, il est rieur un peu. Il est là, il est face à elle, il dit, il adore il kiffe trop son moment, le gars, quoi, alors que c'est quand même un gars qui est là pour tuer, tout ça. Et là, il prend son pied, quoi. Non mais c'est vrai ça. C'est totalement ça. Ah ouais. Moi j'aime bien la scène d'évasion aussi. Tu vois, il y a plein de trucs. Moi j'aime beaucoup la scène au moment où Kiri justement va sauver Spider, où on retrouve, et je crois que c'est une de mes scènes préférées dans le premier film, ces petits flocons blancs qui viennent. Les graines de l'arbre maison. C'est ça. Et en fait, dans le premier, c'était quand ces graines-là viennent se poser sur Jake. C'est qu'il y a un truc important, ouais. C'est pour ça, j'avais trouvé une poésie incroyable, et j'étais trop heureuse de retrouver ce truc-là à ce moment-là. Et oui, c'est ça. Et puis se détache, apparemment, pour le petit bout, et puis c'est les graines. Dans la bouche. Oui, c'est les graines. C'est comme les trucs là, tu sais, les trucs de pissenlit là, ou je sais pas quoi là. Ouais. Ah, c'est ça, t'as la graine au bout en fait. Et tu vois, c'est comme si c'est une graine, mais c'est comme un truc vivant, tu vois, il fait ça, quoi. Donc il dit, bon, pop, il y a un bout qui s'en va. Ah bah t'as buté un. Mais je trouve cette scène, pour moi, elle est magnifique. Il y en a plein, des scènes géniales, mais la scène du sacrifice de Spider aussi. J'ai envie de le revoir, quoi. Là. Oui. Il y a une séance là, il est que 8 heures. Hein. Mais du coup, ils font des séances qui finissent tard, parce que comme ils ont calé plein, les séances les plus tard, elles se finissent à genre presque 1h30 du matin. Ça m'étonne pas, mais 3h26. Mais elles se remplissent quand même, t'as des gens qui sont chauds. Moi je suis vieux, donc on est vieux. Non, j'ai vu des séances à 21h30 en VO, j'étais là, non les gars, non, je vais être crevé, moi je vais pas suivre le film. Là je devais y aller avec un copain. C'est pas que t'es vieux, c'est que t'es parent. Ouais, aussi. Tu peux pas dormir le lendemain matin. Aussi, mais j'ai un pote qui voulait m'emmener au Grand Rex à Paris le voir, mais c'était à 21h30 quoi. J'étais là, bah non, là, ça me saoulait un peu, je me dis c'est le Grand Rex, ça va être sympa. Finalement ça s'est pas fait, mais bref, je pense que j'aurais été mort. Il y a un avantage particulier, est-ce que ce soit au Grand Rex, parce que l'écran est très très grand peut-être? Je sais pas, je suis jamais allé. Mais il paraît que c'est une belle salle. Voilà. Moi, j'y suis allé une fois pour un concert. T'as kiffé? C'est une très belle salle avec plusieurs balcons. C'est une très ancienne salle avec des. Oui, c'est ça. T'as trois balcons vraiment. C'est une très jolie salle, quoi, à l'ancienne. Okay. Et peut-être qu'ils ont un écran assez gigantesque. Parce que vu que la salle est très très haute, peut-être qu'ils ont un écran assez gigantesque. J'aurais bien aimé le voir en IMAX. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais au niveau du format. C'est toujours possible, non? Il est tourné en IMAX? Oui, il est tourné en IMAX. C'est pour ça que. Tu dois avoir des séances. Oui, il y a des séances, mais c'est pas partout déjà. Et il faut savoir qu'Avatar, on le découvre en scope dans la plupart des salles, c'est-à-dire qu'en 2.35, large quoi. Et alors qu'il a été conçu en 85, je crois. Enfin, l'IMAX c'est vraiment plus haut que, pas plus haut que large, mais c'est plus haut que le scope. Images, c'est plus haut que le scope. Ouais. Et quand tu regardes les Blu-ray, c'est en format IMAX, c'est en format 16/9 quoi. Donc je pense que le film a été conçu comme ça. Et c'est mieux de le voir comme ça. Mais... En IMAX, c'est les sièges qui bougent et tout là, non? Non, c'est vraiment une définition énorme. Okay, quoi, parce que c'est un écran qui est plus grosse image, quoi. Non, je confonds avec la 4DX, pardon. Et c'est un écran qui est. Tu prends un scope. Oui. Et t'imagines que le scope, tu l'élargis pas, mais tu le descends jusqu'en bas de la salle, jusque vraiment au sol. Et tu le montes jusqu'au plafond, vraiment au top. Ce qui fait que l'écran, il comble tout l'espace devant toi. Et du coup, t'es en 3D, en plus, t'es dedans, quoi. Oui. Et je pense que ça doit être incroyable. Ouais. Le dernier Nolan, il a été tourné entièrement en IMAX, Odyssey, là, l'Odyssey. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que The Dark Knight Rises aussi était entièrement en IMAX. Ouais, mais IMAX, il y a eu plein de films, des autres avatars aussi. Les premiers avatars, c'était ça aussi. Voilà. Bon, il y a plein de choses à dire. Je pense que ça va être difficile de faire le tour, mais j'ai un petit truc à dire. Alors, toi qui l'as vu 2 fois, tu vas peut-être me confirmer ou m'affirmer ça ou pas. 3 bientôt ce soir. On voit de la nudité de Navi. Est-ce qu'on voit un sein de Neytiri quand elle se fait soigner? Tu sais, quand elle se fait soigner par la... Tu sais, elle est de profil, tu sais, elle lui met un bandage, et on le voit, et j'ai l'impression qu'elle était toute nue, et tu vois vraiment le sein de profil. Tu m'attendais que ça, Non, mais du coup, parce que du coup, ça m'a choqué, j'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai vu? Parce que pour moi, elle est nue à se faire soigner, et normalement, c'est quelque chose qui cache vraiment... il n'y a pas de... Mais tu devines déjà dans les autres films que oui... Et moi, ça, après, voilà... En fait, ce qui est... T'as beaucoup de films où tu sens qu'on cache à tout prix les seins, c'est très... C'est très américain aussi, ça, de absolument cacher les seins. On pourrait faire un podcast entier sur la censure américaine. Juste pour le plan, je retournerai voir. Voilà. C'est dit.
C'est le mec. Et après, je m'en vais. Pour 25 balles. Tu es au camp, Nathiri 25 n'existe balles pas. pour voir un sans avis. Il n'existe pas. Elle n'existe pas, Nathiri, je suis désolé. Oh non. Non, mais je veux dire que c'est un truc. Effectivement, tu as des moments où, à un moment donné, tu vois les avatars dans leurs bocaux, où tu as toujours un espèce de cordon qui vient un peu caché. Mais je trouve que c'est fait de façon assez discrète. Il y a des moments où tu vois, bah oui. Après, le plan, il est fugace et puis presque en contre-jour. Hein, donc vraiment, mais j'avais l'impression. Premier, je crois, la scène où ils sont tous les deux là, à l'arbre maison qui vont consommer, quoi. Elle a une tenue très légère, et oui, enfin voilà, tu vois. Mais c'est pas. Mais c'est toujours caché. C'est comme. Plus ou moins, je crois. Mais... Okay. Bref, en tout cas, je trouve que c'est moins pudique que dans beaucoup de films à ce niveau-là. En même temps, mais tu vois, mais il n'y a pas besoin, parce que quand tu vois la scène avec Quaritch et oui, il y a des couvertures et tout. Oui. Mais ça suffit à soi-même, en fait, t'as pas besoin de plus. En fait, il est pas. C'est pas vulgaire, hein, comment, mais je veux dire qu'il n'est pas non plus en train de tout cacher, quoi, tu vois. Non. Cameron. Ouais. Bah, il suffit de voir Titanic. Oui, non, c'est sûr. Bref. Revoyez tous ces films. Revoyez-les. Ah, vous n'avez pas vu, je viens de faire la main qui glisse sur la vitre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Titanic, voilà. Moi, je pensais à la scène du dessin. Mais... D'ailleurs, je l'ai vu en vrai, le dessin. Il y avait la. Oui, c'était quand tu j'étais l'as à vu Paris, tu l'as vu en vrai. Le vrai dessin, il était devant moi. Dessiné de la main de Cameron. L'exposition à la Cinémathèque française, qui est plus là, hein, mais sur Cameron, où tu avais. En gros, Cameron a sorti tous ses dessins, parce qu'il faut savoir que Cameron, il dessine avant de décrire, il dessine. Ça a été le cas pour tous ses films. Dès le Terminator, il avait d'abord l'image de ce corps métallique qui sort des flammes. Donc il a fait un dessin, il est parti de ce dessin-là pour écrire, imaginer des trucs, etc. Avatar, c'est pareil. Et je sais plus où je vais avec ça. Pas de la nudité. À l'exposition, du coup, il y avait la plupart de ses dessins, même ces dessins qu'il a fait en étant adolescent, etc., qu'il a gardé, etc. Et tu avais les dessins de Titanic qu'il y a dans le carnet de Jack. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un dessin que tu vois pas dans le film. Anecdote. On digresse, mais c'est pas grave. On digresse. Dans Titanic, il y a un moment donné où Jack lui montre son carnet à dessin à Rose, du coup. Et il lui montre une prostituée unijambiste. Oui. Que tu ne vois pas. Ah, on ne voit pas, oui. Et le dessin existe. Ah oui, d'accord. Trop bien. Ouais. Bah, c'est bien de laisser l'imagination, tu vois. Le dessin est très cool, mais c'est bien de laisser aussi dans le flou et de laisser le spectateur imaginer ce que peut-être qu'il a été poussé aussi. Tu vois juste les qui réactions. ne veut pas montrer ça. En fait, tu vois la réaction de Rose et ça suffit largement à imaginer le truc. Oui, c'est ça. Oui, c'est d'autant plus efficace. Hein. C'est ça. Voilà, revoyez tout ça. Ouais. Et puis, bah, moi, on peut quand même finir par parler de la scène finale, hein, qui, moi, m'a fait tilter direct en me disant, bah, c'est Titanic. Alors, Simon. J'ai vu tout à l'heure. Attends, Titanic. La fin de Titanic. Le dernier plan de Titanic. Ok. Le dernier plan de Titanic, Simon. Je l'avais plus, il me l'a rappelé aussi, hein, je te rassure. Ah bah c'est la... Le dernier plan. Ah oui, dans la salle, il y a tout le monde qui les applaudit dans la salle dans l'escalier. Exact. On redescend dans l'épave et là on remonte. On remonte dans le temps. Pas vraiment. On est dans un espèce d'univers parallèle, dans un monde d'esprit où tu as tous les morts qui sont là pour accueillir Rose. Où on est en point de vue subjectif. On est Rose et on retrouve Jack avec tout le monde qui applaudit dans un espèce de dans le Titanic. De paradis un peu chelou. Où il y a toujours ce truc de je m'en rappelle parce que mes sœurs l'ont vu plein de fois. Ma sœur l'a vu 7 fois Titanic au cinéma. Moi je l'ai vu pas. Moi je sais pas. 7 fois au cinéma. 7 fois. Ah oui, parce que moi je pense que je l'ai vu à peu près. Moi j'ai failli battre son record avec le premier Avatar, je l'ai vu 5 fois. Moi j'ai vu 3 fois. 3 fois au cinéma. Titanic. Bref. Il est sorti en quelle année? 98. Ah ouais, non, moi je l'ai pas vu. Janvier 98, ouais. Parce que non, c'était 97 aux États-Unis. Ouais. Bref, et donc cette scène, je sais pas d'où le fil du coup, c'est terrible. Ah, c'est chiant. Voilà, il y a toujours ce doute. J'ai toujours discuté avec elle de ça, mais est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'elle est morte et elle retrouve justement tout le monde. Et c'est vrai, j'ai jamais eu de cette vision. T'as la réponse dans Avatar 3. Mais oui, du coup, oui. C'est la scène finale de Avatar 3, tu l'as, du coup, où il se retrouve. Oui, quand il est dans le. Mais c'est pareil, c'est le plan final. Tous ensemble. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Il reprend exactement ça. Il y a de ça. Pour moi, c'est exactement ça. Mais bon. C'est vraiment, il arrive et il retrouve tous les morts, en fait, dans cette espèce de. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et en plus, ce dézoom on s'éloigne en fait tout d'un coup et on voit la planète. Et c'est pareil, dans Titanic, c'est l'inverse. C'est la caméra qui descend sous l'eau, qui rentre dans le bateau et qui va jusqu'à ce truc-là. Là, c'est la caméra qui recule.
Pour moi, il reprend cette mécanique qu'il avait fait dans Titanic, qui là prend son sens aussi. Et avec Spider, donc, qui a accès au monde des esprits C'est comme, Qui est accepté par. comme un vrai Pandorien maintenant. C'est ça. Une autocitation aussi qui marche toujours. Mm. Voilà. Mm. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Avatar 3 ? Avatar Fire and Ash. C'est vraiment écrit comme ça sur sa feuille, le titre du truc. Moi j'ai écrit Avatar 3, lui il a écrit Avatar Fire and Ash. Je peux pas écrire deux feux et deux cendres. Moi j'ai mis deux feux et deux cendres. Chacun Mais tu son sais truc. pourquoi je l'ai mis ? Parce que des fois je dis Ash on Fire, je dis non, c'est Fire and Ash. Ah ouais, c'était un pense-bête du coup. Après, ça aurait été sympa, Fire and Ash. On regrette presque de ne pas avoir vu Ash. Ça Pour énorme. ceux qui ont la ref. Je sais, j'ai une solution. Et là, t'as H qui arrive avec sa bagnole. Ash de Evil Dead qui débarque. Evil Dead, j'aurais avec sa tronçonneuse. Et là, il défonce Quaritch. Enfin, il défonce tout le monde. Oui. Et à la fin, il se vante, évidemment. Et puis, il drague plein il de. drague toutes les nanas, il bien drague sûr. toutes les nanas, évidemment. évidemment. Parce que c'est H. Parce que c'est Ash. Et c'est quand même un gros profiteur. C'est quand même une énorme merde. J'adore ce Oh là là. perso. Ouais. Anti-héros possible. Anti-héros, il est à la fois génial et à la fois tout pourri. Oui. Mais voilà, si vous en avez en apprendre plus sur Ash, allez voir notre podcast sur l'armée des ténèbres. Voilà. Oui. Voilà. On avait enregistré. Et vous pouvez voir H vs Evil Dead sur Netflix, qui est rigolo. Non, mais allez, tout n'est pas bien, mais c'est. Regardez la trilogie surtout. Oui, Regardez bien la sûr, trilogie bien sûr. avant. Ah, non, Parce que. je peux pas recommander ça. Ah si, ça y est, je sais ce que je vais recommander, tiens. D'abord les La série. Non, je sais ce que je vais recommander après. Bon, on va faire les recos. Oui, ça y est. Vous voyez, est-ce c'est qu'on a autre chose à vachement dire sur préparé. Avatar ou pas déjà À part que c'est magnifique. Et qu'il faut aller le voir, voilà. Bah, Si il vous faut avez aller le voir, l'occasion, ouais. allez le voir Allez-y, parce que hein. vraiment ça vaut le coup. Surtout si vous voulez voir la Et que suite. les 3h17 passent crème, hein, vraiment. Oui, hallucinant, enfin, hallucinant. vraiment, moi, je me suis pas ennuyé une seule Non, minute. C'est clair. C'est clair. Eh ben, si on a fini, on a passé aux recommandations, s'il vous plaît. Je peux commencer si vous voulez. Bah, vas-y. Ah bah, je vais. Moi, je vais te parler de Apocalypto de Mel Gibson. Ah oui. Sorti en 2006. Mais j'ai vu il y a pas très longtemps, tiens. Mais il est super. Attends, je l'ai pas vu celui-là de Mel Gibson. En fait, c'est. Ouais, il y a des liens. C'est pour ça qu'il y a des liens avec Avatar, hein, parce que c'est un film qui parle d'une tribu. Dans les années 1500 ou 1400 quelque chose, tu vois, donc ça fait longtemps, pas aux États-Unis du coup, mais en Amérique. Les Voilà, tribus je Maya. les tribus Maya un peu, voilà. On tout va ça. manger après. Ouais. Et où avec un chef de tribu, je crois, qui avec sa femme et son enfant, en fait, se font attaquer par une tribu rivale, qui sont plus avancés. Ils se font attaquer par les Mayas d'ailleurs. Il se fait lui enlever et sa femme et son fils sont piégés au fond d'un gouffre et tout. Il va du coup, son objectif, ça va être de s'évader pour pouvoir les retrouver, etc. Et tout un cheminement de personnages qui est très très cool. Et du coup, c'est pas du tout parodique comme les autres films qu'il a pu faire. Si, c'est bien Alors lui qui a attends, fait. je parle de Mel Gibson, hein. Je parle pas de Mel Brooks. Ah pardon, ouais, mon cerveau a Non, fait. c'est pas parodique, ouais. Pardon, je suis C'est pas- désolée, alors, mon cerveau a brillé, mais il y a pas que toi qui dois manger Gibson dessus. Hein. parodique, Ouais. waouh. Ouais, non, j'étais sur Des Mel fois, Brooks, ça- my bad. Après, des fois, C'est c'est relance vrai que la graphique Passion du Christ, il y a un petit côté. C'est lol. C'est lol, ouais. C'est lol. Désolée, mon cerveau Non, a mais- pas connecté les bons neurones. Bah, c'est comme tous les films de Mel Gibson, par contre, c'est très violent. Ok. Ouais. Ça fait vraiment part belle à la sauvagerie. Ouais, mais en même temps, là, c'est bien justifié, quoi, là, pour le coup. Ouais. Et surtout, c'est la musique est de James Horner, et c'est James Horner mais vraiment juste avant Avatar. Et on sent des trucs qui ont été repris dans Avatar qui viennent d'Apocalypto dans sa musique. Et du coup, on n'a pas parlé de la musique, c'est vrai, mais du coup, je fais une Oui, petite vas-y. digression sur la musique de Avatar. C'est que James Horner, pour moi, il a parfaitement réussi à faire cette musique sur le premier film, ce qui... Bah, il est décédé entre-temps. Le 2 et le 3, c'est un des personnes avec qui il collaborait, qui travaille avec lui. Il a vu, j'aurais pu Qui faire un est effort Simon quand même. Hein. Franklin. Et c'est un peu en dessous, c'est un peu plus générique par moment. Bon, il reprend les thématiques du premier, donc ça va. Mais je trouve que, on aurait eu James Horner, ça aurait été incroyable. C'est pas le même talent. C'est pas le même talent, mais quand même. Oui, on Moi, je retrouve. trouve que le thème, justement, le chant de Neytiri, tout ça, qui revient, Oui. la musique, qui Oui. découle de ça, marche super bien. Il y a des trucs très très bons. Mais on est en dessous de James Horner pour moi. Et du coup, si ça vous a plu en termes de musicalité, Avatar, je vous conseille franchement Apocalypto, qui est un excellent film. Voilà. Un peu zappé, un peu mis de côté, mais qui marche très très bien. Très beau visuellement. Très chouette. Toutes les scènes de jungle sont vraiment très belles. Qui font penser à Avatar d'ailleurs, hein, moi, je trouve. Bah, même dans la musique, et ouais, dans le truc. Je crois que c'est filmé en numérique, il me semble. C'est des caméras numériques, qui a un côté un peu. Ouais.
Alors moi, ce sera plutôt de la série, voilà. J'en ai 2 séries que j'ai vues sur HBO Max récemment. C'est Bienvenue à Derry, d'après l'univers de ça, de Andy Muschietti. Oui, là-bas, c'est Stephen King quand même. Oui, c'est Stephen King, mais bon, c'est que lui, il a créé par rapport à son... Oui, c'est lui qui a recréé, oui. Ouais, Stephen King, évidemment, d'après les romans Stephen King, oui. Mais il a en fait par rapport à ses... Voilà, au film qu'il a fait. Parce que le bouquin Stephen King est quand même bien fourni, il y en a 2 d'ailleurs. Ouais. Et du coup, il a fait une mini-série sur on va dire sur le passé en fait. Ce qui se passe en gros, c'est au niveau de la génération des parents des protagonistes des films en fait, on va dire. Ok. Et donc les années 60 où il y a vraiment il a vraiment brodé un truc vraiment super sympa avec notamment les natifs américains et vraiment le début du XXe siècle sur que on en apprend un peu plus sur ce qu'est ça mais pas trop non plus à la fois, et vraiment c'est avec des personnages super chouettes, et il a fait vraiment un truc très très cool quoi, une mini-série bien horrifique quoi, bien comme il faut, avec des bonnes séquences où t'as oui. Plus que sur ces films d'ailleurs, je trouve. Enfin, moi, j'avais été un peu... Oui. J'ai l'impression que c'est plus violent que dans les films. C'est assez violent. Parce que les films, moi, j'avais trouvé ça, c'était des Goonies un peu spooky, quoi. Mais ça allait, quoi, tu vois. Ouais. Bref. Et voilà, puis avec Bill Skarsgård qui a pris son rôle de Pennywise. Ouais, mais Tim Curry, toujours Tim Curry. Non, mais c'est vachement bien. Il y avait vraiment et puis il y a beaucoup de flashbacks. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas linéaire, c'est que t'as beaucoup de retours en arrière sur les personnages, et voilà, avec ça ouvre peut-être la voie, peut-être un truc encore avant. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, bon, c'est bien clôturé, c'est bien. Et sinon, une autre mini-série que j'ai vue sur HBO Max aussi, rapidement, c'est ce qui s'appelle Love and Death, avec Elizabeth Olsen. Qui parle d'un fait divers qui a eu lieu aux États-Unis au tout début des années 80, en fait, où tu as on va dire au Texas, une mère de famille assez pieuse, qui est membre d'une chorale dans une église, voilà, et qui demande à un autre membre de la chorale, de la paroisse, si il aimerait avoir une liaison avec elle. Les deux sont très hésitants parce que les deux sont très très sérieux, très pieux. Puis il décide de le faire en mettant plein de règles. Ils arrêtent, et sauf que ça commence à se savoir, et là c'est le début de l'enfer en fait. Et c'est un fait divers donc qui a lieu aux États-Unis, et qui est vraiment très très chouette. Et Elizabeth Olsen, moi, elle m'a vraiment scotché. Je la connaissais pas trop comme actrice, et je trouve que c'est une sacrée putain d'actrice. Vraiment, elle fait une composition dedans qui me bluffe. Ce qui est complètement qui se voit pas du tout dans les Marvel pour le coup. Parce que moi j'ai quasiment que ça comme expérience avec elle. Et mais Marvel, mais comme quoi Marvel n'est pas un exemple en termes d'acteurs. Les acteurs ne sont pas mauvais, c'est juste qu'ils sont dans le mauvais film. Oui, c'est mal écrit, donc oui, ils ont rien à jouer. Non, c'est mal dirigé aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est une excellente actrice qui fait vraiment une composition. Moi, elle m'a scotché. Voilà, je conseille donc Love and Death. Et voilà, et niveau film, bon, pas spécialement. Donc, ça. Dernièrement, pas trop. Donc pas beaucoup de choses à part Avatar. Peut-être, je ne sais pas. Et moi, j'ai un film. J'ai un film, c'est Frankenstein de Del Toro, celui qui est sorti il y a pas très longtemps. Spoil pas trop. Hein. Non, je vais pas spoiler. Surtout pas, parce que moi j'ai pas vu encore. Et ben moi j'ai bien aimé, j'ai hâte d'avoir ton avis d'ailleurs quand tu l'auras vu. Mais franchement j'ai trouvé qu'il était bien tourné, l'histoire on la connaît, mais de la manière, l'angle dont on s'est abordé, il est hyper intéressant, et le jeu d'acteur est vraiment bon. Les images sont chouettes, enfin... c'est vraiment pris d'un nouvel angle, et j'ai bien aimé l'angle qu'il a pris pour aborder ce film. J'en dis pas trop du coup parce que je veux pas te gâcher le plaisir de le voir. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai bien aimé voir et que je pense que je reverrai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à le regarder. Okay. Et une mini reco, c'est une mini série française d'horreur. Il s'appelle Marianne. Ça date, ça. Oui. Moi je l'ai vu en octobre, je crois. Oui, ça fait un moment qu'elle est sortie. Je l'ai regardé pour Halloween, je crois. Ah ouais, mais elle est pas mal, ouais. Et parce que de l'horreur sur une série française, j'avais un peu peur. Et j'ai été ultra agréablement surprise parce que vraiment, je me suis laissée prendre dans la série. Je l'ai trouvé super bien faite. Il y a plusieurs moments où j'ai flippé, quoi. J'ai trouvé ça chouette. Des moments très chouettes. Et je l'ai trouvé bien écrite, bien jouée, bien. En fait, elle est toujours à la limite du ridicule, en fait, par moment. Mais je trouve que parfois il bascule un peu, mais tout le reste rattrape. Je trouve que t'es vraiment dedans, je sais pas, il y a un truc.
Puis il y a Alban Lenoir, et moi j'aime bien Alban Lenoir. Le voir conduire à toute allure là, sur les routes de Bretagne. Là. Oui, c'est ça. Bon, Avec, je sais plus, je crois qu'il met du Trian à fond. Tout ça. Oui, bah, c'est cliché. Oui, je pense sur les gens, oui, sur le. C'est cliché à fond, mais ça marche bien. Ça marche en super Bretagne, bien. c'est cool. Ouais, c'est ça. Puis bon, et là, il est pas en train de péter des gueules à des mecs, là, c'est parce qu'il fait que ça maintenant. Puis c'est chiant. C'est le Jason Statham français, lui. Moi, j'aimais bien dans les records, tu vois. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une série d'horreur qui marchait bien et française, donc du coup, j'aurais bien aimé une suite d'ailleurs, mais mon film, ils l'ont pas ouais. fait. Est-ce qu'elle est en sortie physique? J'aimerais même la trouver. C'est sur Netflix, hein? Ouais, mais non, bah non. Ouais. Moi, je veux l'acheter. Format physique. Peut-être. Ouais, je pense que ça doit être trop bien. On est pour le format physique ici. Mais voilà, en tout cas, c'était une découverte pour moi que j'ai beaucoup aimé, donc j'étais content de partager parce que, comme ça fait un moment que je suis pas venue faire des recos, voilà, j'ai pris du retard. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Tiens, une non-reco, Zootopie 2. N'allez pas le voir. Voilà. Ah ouais, moi j'ai adoré. Je comptais pas non plus. Ah non, je suis pas d'accord, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai détesté. On n'ira pas plus. Je te le dirai après. Est-ce que ta femme elle a aimé? Non. Ah. Comme moi. Bref, on en parlera plus tard. Oui. Merci à tous. Actu, pas actu. En ce moment, c'est un peu c'est les calme, fêtes, donc les vacances, voilà, on se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures. Voilà, tout à fait. Voilà. Et je vais vous forcer à voir un film 3D cette fois-ci, j'en ai marre. Là, c'était un peu le cas quand même. Oui, c'est vrai. Mais non, mais voilà. Vous verrez à la maison, on regardera un film 3D. Très bien. À du coup, bientôt. la prochaine fois, c'est Titanic. Ouais. L'aile ou la cuisse en 3D, ça va être. Waouh. La soupe au chou, mec. Coluche en 3D. Et ben moi, je serai client. Allez. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. À très bientôt. Merci à tous. Merci, ciao. Salut.